Bonjour à tous, bienvenue de nouveau au village Baïséa de Besançon pour ce 8e module de Start Meetup. Alors en fait ce module il va venir clôturer le 3e objectif qu'on s'était fixé ensemble, qui était de finalement permettre aux startups d'élargir leur horizon. Vous verrez, c'est un module en fait qui touche au développement à l'international. Mais avant de démarrer, je tenais à remercier en fait la CPME qui est de visite chez nous. Ce matin, elle a pu visiter le village Baïséa de Besançon. Et je serais tenté de dire, on leur dit venez aujourd'hui, comme ça vous serez vraiment au cœur du réacteur et de vivre avec nous un Start Meetup. On a aussi des collègues qui viennent de très loin, puisqu'il y a la Guadeloupe qui est tout en haut. Voilà. Ils sont passés et puis ils nous ont dit faut qu'on voit à tout prix un Start Meetup. Vous avez même changé votre programme pour assister spécialement en fait à cet événement. Donc voilà, j'espère que vous repartirez là-bas avec plein de bonnes idées. On a aussi des étudiants qui viennent maintenant assister régulièrement à notre programme. Donc vraiment, on voit que toute la démarche d'accompagner l'écosystème local, quel que ce soit les entreprises, que ce soit les acteurs de l'innovation, que ce soit les startups, que ce soit plutôt les entrepreneurs de demain. Pour nous, c'est vraiment un enjeu qui était très important. Et en vous voyant et la diversité des publics présents aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on a réussi notre mission. Je vais appeler sans plus tarder donc Damien Couval. Voilà, Damien, rejoins-nous. Chargé de financement en fonds propres des startups. Damien, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Merci. On peut peut-être voir les 10 modules les uns derrière les autres. Je vais expliquer, alors je m'excuse pour ceux qui viennent régulièrement et qui ont entendu ça plusieurs fois, mais j'explique pour ceux qui viennent pour la première fois. Quand on a imaginé le programme Start Meetup, on est parti du principe que être une start-up, c'était avoir des enjeux qui étaient très très spécifiques, qui étaient des portes de passage qu'on ne pouvait pas manquer de franchir et qu'on ne pouvait pas s'adresser sérieusement à elles en reprenant des pensées autour de l'entrepreneuriat qui n'étaient pas centrées autour de problématiques propres liées au manque de trésorerie, au fait de devoir itérer très rapidement avec son marché, au fait d'être constamment dans une course de vitesse, d'être en concurrence à un niveau mondial, ce qui reprend des niveaux de considération qu'on se devait de traiter et qu'on a voulu adresser sous forme de 10 thèmes, qui sont des thèmes repris par des grandes enseignes type le Y Combinator ou The Family, qui sont des très grands incubateurs et accélérateurs dans le monde, et qu'on a voulu présenter à Besançon et diffuser très largement dans le Grand Est. Et la mission qu'on s'est fixée à partir de là, c'était de faire venir des intervenants qui étaient de haute facture, à la fois en tant que spécialiste et également en tant que start-upper ayant traversé la problématique et qui étaient capables de faire un vrai retour d'expérience justement sur la problématique évoquée en ce jour. Et c'est la mission encore aujourd'hui. Donc on en arrive effectivement sur le développement à l'international, qui est un enjeu à la fois, alors évidemment, quand on vise un sujet d'hypercroissance qui est fondamental, et qui n'intervient jamais trop tôt, et notamment, vous avez vu que le module 9 était consacré à la levée de fonds, et finalement appréhender l'international, même en amont de la levée de fonds, c'est pas du tout absurde, puisque ça permet justement de s'adresser à un investisseur en expliquant que dans sa phase de déploiement à l'international, il y a un certain nombre de jalons qui ont été posés, de problématiques qui ont été appréhendées, et qui rend crédible le projet de développement. Et voilà, c'est un peu le sens de ce module-là. Donc on est très heureux de recevoir cabinet Altios qui se présentera en détail, mais qui est vraiment un référent au niveau français et qui a de nombreuses années d'expérience et qui va nous en faire profiter aujourd'hui, ainsi que Régis Roche de la société STEM6, qui est une entreprise de Besançon qui est bien connue, mais qui est bien connue notamment pour son déploiement à l'international. Et on est très heureux de recevoir Régis, voilà, qui va nous faire vivre un dream, j'imagine, comme je sais qu'il est fan de Maître Gims. Voilà, alors sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. Merci Thomas. Ok, donc je vais appeler sur scène Boris Le Chevalier, directeur exécutif d'Altios, et Régis Roche, qu'on ne présente plus, acteur de l'écosystème Bourgogne-Franche-Comté, mais militant de l'écosystème Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi patron de la boîte STEM6. Boris, je te passe le micro, je vous laisse vous présenter. Donc on va se présenter rapidement tous les deux. Boris Le Chevalier, moi je suis l'un des patrons fondateurs de l'Altios International, qui est une société qui est un acteur de référence privé aujourd'hui en France dans l'accompagnement international des PME-PMI. Ça fait 27 ans qu'on accompagne les entreprises
notamment françaises, j'y reviendrai dans leur développement international. Mon associé a démarré en Australie il y a 27 ans, on est 3 associés fondateurs. Donc Bruno Mascar est basé à Sydney. Mon deuxième associé, Patrick Ferron, vous voyez que c'est des noms français, tout ça, est basé au Canada. Et moi, je suis basé à Lyon, après quelques années au Brésil et d'autres pays. Voilà, on y reviendra, on parlera de tout ça. Régis, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être venus si nombreuses et nombreux. Donc Régis Roche, je suis directeur de la société STEM6, qui a l'originalité d'avoir été créée sur l'île de la Réunion il y a une petite dizaine d'années. Et puis comme j'avais du mal à supporter le beau temps, la mer, les randonnées sympas, tout ça, je suis venu à Besançon pour profiter du climat local, de la grippe, enfin de tout un tas de choses qu'on n'avait pas à La Réunion. Donc j'ai été assez surpris de l'arrivée ici. Et maintenant, ça y est, je me suis habitué, je suis sous antidépresseur, tout va bien. Et voilà, je vais avoir l'occasion juste après de vous présenter un petit peu le parcours de STEM6. Mon parcours et le parcours de STEM6, c'est surtout le développement international, puisque l'ADN de STEM6, c'est de se développer à l'international. Et puis je vous montrerai, enfin j'essaierai de vous expliquer les écueils, disons, du développement à l'international. Voilà, à tout de suite. Très bien. Bah, écoutez, pour démarrer, on va peut-être aller sur cette slide-là. Clac. Non. Ouais, très bien. Patron de start-up, c'est vrai que le mot start-up, ça porte un petit peu à confusion. Moi, je considère que j'étais une start-up, peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus une start-up, finalement? Une start-up, c'est une énergie, puis c'est peut-être un effet de taille. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, on faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires. On est presque à 30 millions maintenant. Donc, l'esprit start-up, effectivement, quand on a démarré aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un responsable à New York. On n'avait pas le sou, rien du tout. Mais il fallait que je trouve quelqu'un. Donc, par exemple, ça, je pense que c'est peut-être un peu l'esprit start-up. Comme je ne pouvais pas proposer une rémunération significative à notre directeur, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai proposé d'être actionnaire. Donc on a fait un montage, ce qui fait que j'ai recruté quelqu'un, Alexis Martin, de brillant, qui était aux États-Unis depuis 5-6 ans, qui travaillait chez Dassault et qui cherchait une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit, écoute, nous on peut te payer, bien sûr, on a des clients, mais on va te proposer quelque chose qui fait que dans 2 ans, tu seras actionnaire, puis dans 4 ans, puis dans 6 ans. Puis 8 ans plus tard, il avait 20% de notre filiale américaine. Et on a passé 11 ans ensemble. Là, il est parti sous de nouveaux horizons. Je pense qu'en fait, dans Startup, pour moi, je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis pas très bon dans tout ce qui est appli, etc. Je le reconnais bien volontiers, j'en ai pas honte. C'est peut-être la nouvelle génération qui arrive, qui va prendre le lead sur ces choses-là. Par contre, dans l'esprit, nous, on est né international. Mon associé, il a démarré tout seul dans son garage, vraiment, en Australie, à Sydney, il y a 27 ans. Et il a appelé des boîtes françaises pour les aider à s'implanter en Australie. Ça a démarré comme ça, Altios. Et puis moi, je suis arrivé quelques années plus tard. J'ai quitté un groupe bancaire, pas le Crédit Agricole, un groupe bancaire, et j'ai décidé d'être entrepreneur à 30 ans, après avoir fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, en me disant que je voulais créer quelque chose. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Bruno, Patrick, mes associés, et on a créé cette société. Et aujourd'hui, c'est ça dont je vais vous parler un petit peu maintenant, on existe depuis 27 ans. Bruno a démarré il y a 27 ans, mais il y a 15 ans vraiment qu'on a commencé à décoller, notamment en France. Et en particulier grâce au groupe Crédit Agricole, j'y reviendrai. On a 26 bureaux dans le monde, 16 filiales, plus de 5000 clients français. On est basé à Lyon, Paris et Nantes. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on a démarré en fait, nous, à Nantes, puis on est venu à Lyon. Et ça fait seulement 3 ans qu'on est à Paris, ce qui prouve que ce n'est pas indispensable d'être à Paris pour réussir. Même s'il faut y aller comme assez régulièrement, parce qu'on y a des clients, des acteurs institutionnels, l'État, dans un écosystème. En plus, notre écosystème, il y a beaucoup d'acteurs publics. Si je vous raconte ça, c'est qu'on est allé à Paris très tard finalement. D'abord parce que ça coûte cher, les salaires coûtent cher, il y a une main-d'œuvre qui est peut-être aussi beaucoup plus mobile, les loyers coûtent cher. Donc on a mis, nous, quasiment plus de 20 ans, 22 ans, à se décider à prendre un bureau à Paris, dont on est très content par ailleurs. Et puis il y avait aussi un phénomène, c'est que des 3 associés fondateurs, il n'y en a aucun qui voulait vivre à Paris. Ça après, c'est des histoires de qualité de vie, c'est important. Donc on y va régulièrement, mais on s'est débrouillé autrement. Par contre, très vite, moi, quand je suis arrivé, j'ai investi un peu d'argent. C'était du love money, c'était mes parents et un de mes frères qui m'avaient prêté 50 000 francs à l'époque. Et je les ai investis. Et quand je les ai investis, j'ai dit à mes associés, c'est pas pour vous enrichir, c'est pour ouvrir la Chine et les États-Unis.
Et donc, dans les 12 à 18 mois qui ont suivi, on a ouvert un petit bureau aux États-Unis avec une personne. On a trouvé quelqu'un qui nous a hébergés, un confrère qui travaillait dans le M&A. Et on a fait à peu près la même chose à Shanghai. Aujourd'hui, j'ai 40 personnes à Shanghai, j'en ai 25 à New York. Donc ça s'est un petit peu développé. Et je vous en reparlerai. Si je vous raconte ça, va pas trop vite, s'il te plaît, remonte un tout petit peu. C'est gentil, Bruno. Merci. Si je vous raconte ça, c'est pas pour parler de nous, mais c'est plus pour être dans l'échange. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie d'interrompre, parce qu'il y a quelque chose que je peux raconter, ou peut-être Régis qui vous titille, vous surprend, etc., n'hésitez pas à nous couper la parole, à nous interroger. Il y aura une session de questions-réponses à la fin, mais je pense qu'on est là dans l'échange. Moi, si je vous raconte ça, c'est pas pour parler d'Altios ou parler de moi. L'ego, il est à la bonne place, il est à la maison avec ma femme et mes enfants. C'est parce que c'est une passion et c'est aussi pour partager comment de petit on devient un petit peu plus grand. Et d'ailleurs, je vais vous confier quelque chose, quand on est un peu plus grand, c'est ce dont on rêve tous, mais il y a beaucoup de contraintes. Parce que plus vous grandissez, plus il faut investir dans les fonctions transversales, plus vous avez des ressources humaines importantes, vous avez des difficultés au quotidien, etc. Donc Small is Beautiful aussi, et profitez de ces années où vous êtes petit, agile, avec la possibilité de tout faire, le monde est à vous, etc. Parce qu'en grandissant, effectivement, vous avez peut-être une forme de confort, parce que vous avez des revenus plus importants, un chiffre d'affaires plus significatif, mais vous avez aussi énormément de contraintes en plus par rapport à vos concurrents, par rapport à votre écosystème, par rapport à vos ressources humaines qui sont plus importantes. Donc profitez de ces années, c'est les plus belles années. Voilà, moi j'ai parfois la nostalgie des 10 premières années du groupe où, avec pas grand-chose, on ouvrait un bureau à New Delhi, j'arrivais avec ma valise à New Delhi, je passais 15 jours, je rencontrais du monde, etc. Aujourd'hui, on est plus important, mais plus gros, en tous les cas, plus important, je sais pas, mais plus gros en termes de taille, et c'est plus contraignant. Donc il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à créer, à se développer, et à se développer à l'international. Nous, notre passion, c'est l'international. Il y a un point commun qui anime Bruno, qui est avec nous depuis 12 ans, qui m'a rejoint à Lyon, premier collaborateur recruté à Lyon il y a 11 ans, où l'ensemble de l'équipe, on est 160 aujourd'hui, 180 collaborateurs dans le monde, on a un point commun, c'est l'international. Nous, ce qui nous passionne, c'est de mettre en lien un Brésilien et un Français, un Indien, un Chinois et voilà, c'est l'interculturel, c'est notre passion. Moi, quand j'avais 13 ans, je n'avais pas spécialement envie d'aller en vacances avec mes parents dans le sud. Mon kiff, c'était d'aller chez mon correspondant à Munich ou mon correspondant à Londres. Ça part de là. Et cette passion, Bruno, là, nous, ce qu'on aime, c'est l'international. C'est connecter les gens, les mettre en relation pour faire du business. Et le business, souvent, c'est simple, c'est des rencontres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en relation les gens et ensuite, on développe tout un panel de services. On va pouvoir avancer. Donc, la structuration, aujourd'hui, Canada, États-Unis, Mexique, Brésil, où j'ai eu la chance de vivre 4 ans entre 2010 et 2014, avant de revenir en France, où j'ai aussi pris quelques antidépresseurs quand je suis revenu. Parce que la grosse différence entre les Brésiliens et les Français, c'est que nous, on a tout, et on se plaint tout le temps. Les Brésiliens, ils n'ont rien. Pas de système de sécu, pas de système de retraite, pas d'école, etc. Ils n'ont rien de rien. Pas de couverture chômage. Mais ils ont la banane. Parce qu'ils sont convaincus que demain, de toute façon, sera mieux qu'aujourd'hui. Nous, notre difficulté, parfois, en France, on a plein de choses. On se plaint parfois d'aise, à mon avis, c'est mon sentiment, mais bon, peut-être parce que j'ai vécu aussi en Afrique, en Asie, etc. C'est vrai qu'on a des difficultés, je ne dis pas l'inverse, hein, qu'il n'y a pas des difficultés. Mais parfois, quand on voit certaines situations de gens qui se plaignent alors qu'ils ont la couverture sécu, ils ont un boulot garanti, et il n'y a aucun clin d'œil par rapport à ce qui se passe en France, je le pense d'une manière générale. Moi, j'ai vu des étudiants en cours il y a 15 ans, en université, j'enseignais la géoécopolitique et le marketing international, en master. J'avais les 2 tiers de mes étudiants qui voulaient rentrer dans la fonction publique. Ça m'a fait peur. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchaient à travers ça? Ce n'est pas la fonction publique qui me pose problème. Moi, j'adore la fonction publique. Les hôpitaux, l'éducation, c'est super. Ce qui m'inquiétait, c'est qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le privé, ils voulaient rentrer dans un système qui leur offrait un confort à vie, un job à vie. Ça ne veut rien dire. Et ça, c'est génial parce que ça a bougé en France. Ça a beaucoup bougé depuis 15 ans. Vous en êtes la preuve, et le dynamisme de la France en est la preuve, puisque les amis américains, indiens, chinois, tout le monde vient ici pour vous voir, vous chercher. Ils ne viennent pas vous chercher parce que vous voulez un job à vie, ils viennent vous chercher parce que vous avez l'esprit d'entrepreneuriat, vous avez envie de créer. Et quand on crée de la valeur, on crée des rencontres, et on fait vivre, on insuffle dans l'économie territoriale, à Besançon, à Clermont-Ferrand. Nous, on se balade dans toute la France, il y a des boîtes magnifiques partout. Hein. Bon, bien sûr, il y a Paris, etc. Je reviens à mon propos liminaire, parce que je vous ai un peu embarqué là, sur une digression personnelle. Je vais vous ramener au Brésil juste pour vous dire, le plus important, c'est d'être positif. Et
je rebondis sur ce qu'a dit Régis. Moi, ce qui m'a le plus choqué avec mon épouse et mes enfants quand on est revenu du Brésil, c'est que les gens se plaignaient, quoi, tout le temps. Donc il y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est une décision dans votre tête de décider ce que vous voulez voir du monde et comment vous voulez appréhender le matin en écoutant la radio les choses. Si vous voulez voir tout ce qui ne va pas, moi je vous souhaite bonne chance. Mais alors, n'oubliez pas que les Asiatiques, les Sud-Américains, les Africains, et pas mal de pays agiles, même en Europe, eux, ils le voient systématiquement à moitié plein. Donc choisissez bien votre camp, parce que ça, c'est un combat qu'on a tous à mener dans nos familles, dans nos entreprises, quand on donne des cours, etc., au quotidien. Le fait d'être positif, c'est une décision. Je crois que c'est Alain qui disait que le pessimisme était d'humeur et l'optimisme de volonté. Moi, je suis convaincu de ça depuis que j'ai 17 ans. Cet adage-là, il m'a marqué. L'optimisme est de volonté. Donc si nous tous, on décide d'être positifs, votre territoire fonctionnera, votre pays fonctionnera et tout tournera bien. Et ça, nos amis brésiliens, asiatiques, africains, j'y reviens, ils l'ont bien compris parce que de toute façon, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Soyons convaincus qu'en France, demain sera mieux qu'aujourd'hui et tout ira mieux et tout fonctionnera mieux. Parce qu'on se parlera, on s'écoutera entre jeunes, entre vieux, entre fonctionnaires, entre acteurs du privé. Moi, j'ai discuté lundi midi avec des cheminots qui buvaient le Ricard à midi à Perrache. On a passé une heure formidable ensemble. On n'est pas câblés pareil, mais au moins on s'est parlé. Et moi, je leur ai dit ce que je trouvais peut-être légitime dans leur demande, mais ils ont écouté aussi chez moi ce que je trouvais illégitime en tant qu'acteur privé. Et cette communication, le fait de se parler, de communiquer, c'est vital. C'est vital parce que c'est ce qui fait que ce pays fonctionne. Et c'est ce qui fait que, je vous le rappelle quand même, pour être un petit peu optimiste, que si vous prenez 20 secteurs d'activité, dans 20 secteurs, vous avez dans le top 3 mondial un acteur français. Alors on peut passer sa vie à se dire que ça ne va pas, mais vous pouvez aussi regarder tous les secteurs d'activité, santé, automobile, bâtiment, etc. Vous trouvez dans le top 3 mondial un acteur français. Et si on en vient maintenant aux PME, aux PMI, moi c'est mon domaine, ça fait 20 ans que je vais dans les PME, PMI dans toute la France. Je ne vais pas dire que je connais toutes les sorties d'autoroute, mais j'en connais un bon paquet dans toute la France. Et maintenant les startups, cet esprit startup, pour moi le startup c'est l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je le conçois. Après il est souvent techno, c'est là où je suis peut-être un peu perdu, saut de génération, mais c'est une histoire d'entrepreneuriat. Tout ça, c'est le sang qui coule dans ce pays, quoi. Et on l'a toujours eu. C'est le génie français. Je terminerai à la fin là-dessus. Le génie français, sans arrogance, surtout pas sans arrogance, moi je vous assure qu'il existe. J'ai vécu en Afrique, en Allemagne, j'ai vécu au Brésil, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai créé 10 de nos 16 filiales dans le monde. Le génie français, il existe. Quand vous allez à New Delhi, quelle est la communauté française? Quelle est la communauté européenne la plus dynamique? Elle est française. Quand vous allez à Shanghai, quelle est la communauté européenne la plus dynamique? Elle est française. Je parle de la communauté, je parle des jeunes, là, je parle de ceux qui ont entre 20 et 30 ans, qui veulent créer des boîtes, qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir et qui veulent voir le monde tel qu'il est et pas tel que peut-être quelques journalistes de la rive gauche à Paris veulent nous le faire entendre sur France Inter, Europe 1, et je ne vais pas toutes les citer parce que c'est à peu près le même message partout. Le monde, il bouge, nous on bouge avec, vous bougez avec, nous les plus anciens, parce qu'on est peut-être maintenant déjà des plus anciens, mais en tous les cas, on est là, et tous ensemble, on va porter haut nos couleurs, avec fierté, pas une fierté déplacée, pas une fierté arrogante, on s'en fout. Mais en tous les cas, on a beaucoup de chance. Dans ce pays, on a beaucoup de chance, faut en être certain. Comme disait l'autre, il suffit de se regarder, comment on dit, c'est je me regarde, je me compare, ça me désole, je me regarde, ça me console. Donc, comparez-vous aux autres pays européens et vous verrez que ça va plutôt bien. Comparez-vous au reste du monde et vous verrez que ça va plutôt très bien. Voilà. Donc ensuite, on est présent en Europe, Espagne, Italie, Allemagne, avec 2 bureaux en Allemagne, Angleterre, Pologne, République tchèque, Russie, et puis également en Asie, l'Inde, la Chine, l'Australie, où on est né, comme je vous l'ai indiqué, Singapour, bien sûr, et puis Hong Kong. Alors, nos métiers. Moi, j'ai eu une chance en tant que chef d'entreprise, c'est que j'ai croisé la route du Crédit Agricole. Alors, je vous rassure, ils ne m'ont pas demandé de venir ici pour le dire, mais je le dis. Parce que quand on est chef d'entreprise, qu'on a créé une entreprise et qu'on a la chance de rencontrer un partenaire qui vous fait confiance et vous permet de grandir, c'est inouï. Il y a 10 ans, on a eu la chance de signer une convention avec le groupe Crédit Agricole qui a dit, nous, nos clients, notre métier, c'est un métier de banquier. On finance, on accompagne, etc., etc. Vous, Altios, votre métier, et on est en train de voir que vous êtes en train de devenir l'acteur de référence privé, si ce n'est le leader français, on voit bien que vous êtes en train de grandir, vous faites du business.
vous aider à mettre en relation des Australiens avec nos clients, vous aider à mettre en relation des Brésiliens avec nos clients. On veut une convention ensemble. On a signé cette convention l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 1000 rendez-vous organisés sur tout le territoire français avec les 35 caisses du Crédit Agricole. Et c'est plus de 200 clients du Crédit Agricole qu'on a accompagnés dans le monde. Alors, on les a accompagnés pourquoi ? On les a accompagnés pour effectuer des études de marché, des recherches de partenaires. Recherche de partenaires, ça peut être des clients, des fournisseurs, ça peut être une entreprise industrielle pour une JV, ça peut être une cible pour une acquisition ou un partenariat, peu importe. C'est vrai que c'est plus facile pour nous, étant depuis 25 ans en Australie ou 20 ans à Singapour ou 20 ans au Brésil, de vous trouver sur une semaine les rendez-vous clés, que vous de le faire depuis ici. C'est assez logique, tout ça c'est du bon sens. Donc on fait ce type de choses. Ensuite, on a créé depuis une dizaine d'années, à la demande de nos clients, nous on n'a jamais rien créé, c'est nos clients qui nous demandent, qui me disent tiens, au fait, je voudrais envoyer quelqu'un en Australie, est-ce que vous pouvez l'héberger ? Ou alors je voudrais recruter quelqu'un en Chine, un collaborateur en Chine, je ne sais pas comment faire, est-ce que vous pouvez m'aider à le recruter ? Et accessoirement, comme je ne veux pas créer une filiale parce que ça coûte cher, et là on va arriver sur l'agilité, qui est quelque chose qui vous parle quand vous créez des petites entités, vous ne voulez pas trop de frais, pas trop de coûts, pas trop de contraintes et aller vite. Est-ce que vous pouvez le porter salarialement ? Aujourd'hui, on a des centaines de collaborateurs dans le monde entier. Je crois que c'est 350 au moment où je vous parle. J'ai 180 collaborateurs à Altios et j'ai 350 personnes sur mon payroll. C'est des gens à qui je paye le salaire et qui peuvent travailler pour aussi bien Signaux Giro que, peu importe le nom des entreprises, je ne vais pas les citer, mais Parkeon ou etc., qui sont des entreprises qui à un moment donné ont besoin aux Émirats, en Chine, en Allemagne, en Angleterre d'avoir un collaborateur, mais qui ne veulent pas créer une filiale, ni créer un statut d'expat. Moi j'ai la possibilité, parce que je suis sur place, de le recruter, de lui payer son salaire, de gérer ses notes de frais, de vous dire s'il vient au travail, parce que s'il est hébergé chez moi, je le saurais. Et c'est vrai que parfois c'est pas toujours facile. Il y a le problème culturel aussi. Vous avez un collaborateur au Brésil, au bout de 4 mois, vous êtes en bras coulés, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, vous ne savez pas s'il vous raconte des carabistouilles ou si vraiment il est face à des difficultés. Nous, on est sur place, donc on peut faire aussi un liant avec la direction pour dire, voilà, oui, il y a des vraies difficultés ou il a un problème familial. On a eu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un en Chine, ça ne se passait pas très bien. Bah oui, forcément, sa femme allait se faire opérer d'une tumeur. Voilà, il n'avait pas passé le message parce qu'il ne voulait pas le faire. Nous, on a fait passer le message à la direction en France. On y reviendra, c'est quelque chose dont on a parlé avec Régis, mais le diable se cache dans les détails. Donc souvent, c'est ces petits détails qui font que vous allez réussir. Ça tient un peu de choses. Attends, j'avais pas terminé, je reviens juste 2 secondes. Merci Bruno. Mais tu as raison, comme tu sais que je suis bavard, tu me fais accélérer. Sur l'investissement, on travaille aussi sur la stratégie. Et ça, c'est peut-être le point le plus important, je pense, dont on va parler aujourd'hui. Quand on a échangé avec Régis, on a beaucoup parlé de la préparation. C'est-à-dire, avant de se lancer, avant de faire, il faut déjà faire des choix. Et pour faire des choix, il faut les faire à bon escient. Je ne peux pas vous citer le nombre d'entreprises qui, pour une raison intuitive, liée aux dirigeants, pas toujours rationnelle, j'ai bien dit intuitive, parfois au doigt mouillé. Dans ma fédération professionnelle, en ce moment, c'est l'Inde, il faut aller en Inde. Puis dans 2 ans, vous discutez avec lui, poupou, ça sera la Chine, puis ça sera l'Iran, puis ça sera machin. Essayons d'être rationnels et d'étudier vraiment le marché un minimum en amont pour vraiment se poser la question de savoir si c'est un marché incontournable ou non. Et figurez-vous que moi, si vous me posez la question au bout de 25 ans d'expérience professionnelle, j'ai un client sur 2 qui m'a demandé à l'accompagner en Chine, j'aurais préféré l'accompagner en Australie. Et je pense qu'il aurait fait des bien meilleures affaires. Parce qu'entre un petit pays de 20 millions de personnes, sur 5 villes, qui sont à 35 000 de PIB par tête, quand vous êtes dans les biens de consommation, et un grand pays de 1 milliard et quelques, où on ne sait pas par où commencer, où on ne comprend rien, on ne parle pas la langue, etc., en termes de retour sur investissement à 2 ans, 3 ans, et en termes de chiffre d'affaires sonnant et trébuchant, de temps en temps, il faut se poser les bonnes questions. On y reviendra, mais le fait de réfléchir à sa stratégie de déploiement international en amont, et de s'entourer, parce qu'on a rarement, vous en conviendrez, les bonnes solutions tout seul, c'est essentiel. Alors après, on peut s'entourer de collègues chefs d'entreprise, d'universitaires, de banquiers, d'experts comptables, d'avocats. Vous savez comment je fais, moi, quand je crée une filiale, j'en ai créé 10 sur les 16. Je vais 2 à 3 fois dans un pays et je renifle. Et je me donne 2 fois une semaine pour rencontrer un maximum de gens. Et j'écoute. Ça me permet une chose, c'est que des erreurs, je vais en faire. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous arrivez en Inde, au Brésil ou en Russie, des boulettes, vous en faites. D'ailleurs, pas besoin d'aller très loin. Même en Espagne ou en Allemagne ou en Angleterre, on peut en faire. Mais au moins, j'écoute parce que je sais que ça va être une courbe d'apprentissage, que ça va prendre du temps et que l'essentiel, c'est de rencontrer un maximum de gens pour les écouter. Parce que ceux qui sont arrivés 15 ans avant moi au Brésil ou en Allemagne, ils ont fait des choses, ils ont appris des choses.
Et souvent, les invitant à déjeuner ou à un petit déjeuner, ils me communiquent ces informations. Donc moi, je me dis, tiens, ça, c'est une connerie que je ne vais pas faire. Parce que forcément, j'ai des mauvais raisonnements dans ma tête. Je suis français, j'ai été formé à la française, même si j'ai beaucoup vécu à l'international. Donc c'est essentiel de voir un maximum de gens. J'insiste là-dessus, c'est le truc parfait dont on peut penser que c'est un détail, un poncif et ça ne sert à rien. Ben moi, je vais vous dire un truc, la plupart des PME qui se lancent à l'international, elles se plantent à cause de ça. Parce qu'elles ont une intuition, une envie, elles ne l'ont pas challengé, elles ne se sont pas bien entourées et elles vont accumuler toutes les boulettes les unes derrière les autres que nous on connaît parce que ça fait 20 ans qu'on fait dans ce métier. Au Brésil, encore il y a 15 jours, j'ai vu un chef d'entreprise bloqué pour des questions fiscales. S'il avait choisi le bon avocat il y a 4 ans, ben il ne serait pas en train de se poser la question de savoir s'il va fermer sa boîte. Donc le diable se cache, oui, dans les détails. Déjà, c'est compliqué parce qu'interculturellement, on ne sait pas comment fonctionne un Brésilien dans sa tête, même s'il paraît très proche, ou un Chinois, ou un Indien, ou un Allemand, ou un Espagnol. Dieu sait qu'on est à la fois très proche, on aime tous nos familles, souvent le football, parfois le cricket, machin, etc. Par contre, on raisonne tous différemment. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue, c'est la dimension interculturelle. Ça aussi, c'est un poncif, on le sert à toutes les sauces. Moi, je peux vous garantir que demain, en Angleterre, aux États-Unis, etc., vous allez faire des boulettes parce que dans votre cerveau, vous allez fonctionner selon un schéma mental français, point A, point B, stratégie, linéaire, cartésien. Et vous allez vous trouver avec des Asiatiques qui fonctionnent en circulaire, des Brésiliens qui fonctionnent, j'en sais rien, moi j'y ai passé 4 ans, j'ai toujours pas compris comment ils raisonnaient. Et j'ai pas à le juger, j'ai juste à essayer de m'adapter. Donc il faut laisser le temps au temps. On peut faire de la recherche de cibles, croissance externe, M&S, small mid-cap, bien sûr, sur des petites valos. On n'est pas une boutique, nous, de spécialisée dans ce métier, mais quand on est depuis 25 ans en Australie, on doit pouvoir trouver une petite cible si vous voulez faire une acquisition, une prise de participation et de l'implantation industrielle. Secteur d'activité, je ne vais pas m'étendre parce qu'on travaille dans tous les secteurs. Et je vais passer sans tarder la parole à Régis, qui va pouvoir se présenter son entreprise. Et après, on rentrera dans une dynamique plus de partage d'expérience. Merci beaucoup, Boris, pour cette. Donc, il y a pas mal de points sur lesquels on va revenir par la suite. Je vais aller très rapidement pour me présenter. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé un certain temps à La Réunion. La STEM 6 a été créée à La Réunion. Moi, je suis issu de l'université et ça recoupe un petit peu avec ce que disait Boris sur le parcours privé et le parcours public et le rêve qu'on a dans la vie. Je vais te faire vivre un dream. Okay. Il y a 15 ans, on m'a proposé un poste de maître de conférence à l'Université de La Réunion, dans un labo où je travaillais depuis 2 ans, et j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'était pas mon kiff, parce que c'est pas de ça dont j'avais envie, et je voulais faire de la recherche et je voulais créer ma boîte, créer mon projet. Et donc j'ai eu un parcours après un tout petit peu chaotique après ça. Après, je suis resté un petit peu au chômage, tout en développant le projet à l'origine. Et puis après, j'ai même fini au RMI pendant quelques mois. Et puis après, finalement, on a réussi à créer la boîte. Et puis petit à petit, à se payer avec mon associé, etc., pour arriver à Besançon aujourd'hui. Vous voyez le parcours. Et donc voilà, c'est un petit change, un gap quand même de passer de l'université de chercheur. J'ai dirigé quand même une équipe pendant 6 ou 7 ans, pendant que j'étais au chômage d'ailleurs aussi. C'est une particularité de la recherche française. Et voilà, c'est quand même un gap de passer de l'université où tout est à peu près cadré ou pas du tout cadré à monter une boîte, la développer à l'international, développer un nouveau produit, des nouveaux produits, etc. etc. Voilà pour le parcours en quelques minutes. Le groupe STEM6, en fait, c'est 2 sociétés, STEM6 et AdeepSculpt. On est spécialisé dans les dispositifs médicaux qui traitent la graisse. Pas le pays, la graisse, le gras. Donc on fait des dispositifs qui permettent de traiter le tissu adipeux, d'aspirer le tissu adipeux, de le traiter, de le réinjecter, même personne, même temps opératoire, pour, je ne sais plus quelle est la diapo d'après. Voilà, c'est ça. Mais donc pour des problématiques de chirurgie plastique ou de chirurgie reconstructrice, on fait du recyclage en fait. De graisse, on fait de la délocalisation si vous voulez, on prend de la graisse à un endroit d'un individu et on le met à un autre endroit du même individu dans le même temps opératoire. Donc c'est en fait le rêve de pas mal de gens, surtout de la jante féminine, c'est en gros
On prend ce que vous pouvez avoir là pour le mettre là, où vous voulez. Voilà. Et puis pour la jante masculine, il y a d'autres choses à faire aussi. Mais je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Je vous laisserai ma carte si vous êtes intéressé. Donc voilà ce qu'on fait. Juste, tu peux revenir juste un petit peu avant. Voilà. Donc j'ai un peu avancé sur la présentation, mais tant mieux parce qu'on ne va pas y passer non plus des plombes. Donc en fait on est structuré entre deux sociétés, STEM6 qui fait plutôt de la R&D et qui gère un petit peu l'ensemble du personnel, et puis il y a DeepSculpt qui est vraiment spécialisé sur ce que je viens de vous expliquer, la chirurgie plastique et reconstructrice. Et dans notre historique, en fait, on a été racheté par une société française cotée sur le 3e marché qui s'appelle DMS, et on représente en fait la branche biotech de DMS. Donc ça, le rachat était en 2015. D'où mon arrivée sur Besançon et le développement un peu plus de présence sur la France métropolitaine. Voilà. Donc ça, voilà, je vous l'ai déjà dit. Chirurgie plastique, on fait la réinjection de graisse, augmentation mammaire, augmentation des fesses. C'est très à la mode en Amérique du Sud, Mexique, Brésil notamment. Boris, tu as peut-être vu certains spécimens assez rares sur des plages brésiliennes. Donc on y reviendra un petit peu après, mais la culture est extrêmement importante dans le développement à l'international. Et si je prends mon business, on voit la culture, quelque part, sur les interventions qui sont faites. Si vous regardez le nombre d'interventions qui sont faites en Asie, il y a beaucoup d'augmentations mammaires, un certain nombre d'augmentations mammaires, mais beaucoup de chirurgie du visage. La première chirurgie esthétique au niveau mondial, ou dans les premières, je crois que c'est dans le top 3, c'est quand même assez impressionnant, c'est la chirurgie des yeux, la blépharoplastie. Pour passer des yeux comme ça aux yeux comme ça, pour avoir un visage européen. C'est une des premières chirurgies plastiques au monde. Donc vous le trouvez évidemment énormément en Asie. Si vous prenez l'Europe et les États-Unis, c'est beaucoup chirurgie mammaire et chirurgie du visage. Et si vous allez en Amérique du Sud, vous multipliez par 10 entre le mammaire et le fessier. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, par an 300 000 ou 400 000 augmentations des fessiers entre le Brésil et le Mexique. Je ne sais pas si ça vous est déjà venu à l'idée. A priori, en Europe, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche, quoi. Et ben, au Brésil, c'est vraiment ce qu'on recherche. Le pom-pom. Ouais. Donc voilà, ça vous reflète dans un secteur d'activité la culture des pays. Donc si vous arrivez au Brésil ou au Mexique avec un super produit pour le visage, a priori, vous êtes planté, quoi. Parce que ça traite des petits volumes, et pour augmenter un fessier, il faut plutôt gérer 1 litre, 2 litres de graisse, plutôt que 50 cc. Donc voilà, on va en reparler, mais la culture des pays est vraiment importante. Ouais, voilà. Bon, ça, voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler nos produits. J'ai l'habitude de dire qu'on fabrique du plastique et de l'inox, qu'on gère du plastique et de l'inox. C'est pas tellement plus compliqué que ça, même s'il y a quand même un peu de savoir-faire et quelques brevets dedans. Et aujourd'hui, donc, on est CE mark, on est approuvé en Australie, et on est en processus d'enregistrement au Brésil, au Mexique, au Japon, Thaïlande, Taïwan, et puis en Chine, on va démarrer d'ici pas trop longtemps normalement. Et on vend donc aujourd'hui dans une quinzaine de pays. Et puis on signe à peu près un contrat de distribution tous les mois ou tous les 2 mois, un nouveau contrat. Voilà, pour la présentation générale. Super. Est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà sur ce propos liminaire ou introductif? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut interroger avant qu'on passe au cœur de notre présentation? Non, bon. Tant mieux, réservez vos questions pour la fin. Donc en fait, ce qu'on voulait évoquer avec Régis, qui va être le principal intervenant, c'était l'importance de la réflexion en amont. Donc toi, en tant que dirigeant d'entreprise, et l'expérience de l'international qui est la tienne en ce moment, on avait évoqué différents aspects. Quel est le retour d'expérience que tu peux faire justement sur l'importance de la préparation?
qui est vraiment fondamental. Réussir à l'international sans se préparer, c'est faisable. Ça s'appelle du développement opportuniste. Donc vous voyez un avion passer, pouf, vous l'attrapez, il y a un appel d'offres, pouf, je l'attrape. Ça, c'est super important et je ne connais pas de PME, ni d'ailleurs de grands groupes, parce qu'un grand groupe qui ne saisit plus les opportunités, c'est un grand groupe qui meurt. Donc il faut saisir les opportunités, mais en même temps, il faut structurer. Donc comment toi, tu t'es organisé justement pour à la fois saisir ces opportunités de bonne aloi, parce qu'il faut du chiffre d'affaires sonnant et trébuchant, et puis en même temps, si possible, c'est à la mode en même temps, développer une vision à moyen long terme pour structurer les choses, parce qu'on ne peut pas faire que de l'opportunisme, sinon malheureusement on se disperse et puis on se crache, quoi. Voilà, nous, la stratégie, elle était extrêmement bien désorganisée. En fait, elle correspondait à la phase de réflexion en amont qu'il n'y a pas eu forcément. Un peu, parce que quand même, on n'est pas complètement stupide, mais il y a eu beaucoup d'opportunisme dans notre développement. Une des opportunités, par exemple, ça a été de se dire, on était à La Réunion, l'Australie pour l'Europe, c'est compliqué. Pour La Réunion, ça l'est moins. C'est 11 heures de vol au lieu d'être 24 heures. Allons voir le marché australien. Allons voir le marché sud-africain aussi, que je connais bien. Et voyons si on peut se développer, parce que tout simplement, en termes de gestion, en termes d'avion, c'est un peu plus simple. Et même le décalage horaire n'est pas extrêmement complexe. Sauf que il n'y a pas eu d'analyse réelle. C'était vraiment de l'opportunité. Et puis, après quelques années, on peut analyser en fait les erreurs qu'on a faites. Donc on a commencé à aller en Australie, par exemple. Ça peut être très bien l'Australie, mais ça dépend de votre business. On a démarré les démarches en 2014 sur l'Australie. Et l'histoire, c'est on cherchait un distributeur, on a trouvé un distributeur, on a failli signer avec un distributeur, il nous a planté. En fait, il était en phase de licenciement, ce qu'il ne nous avait pas dit. Il était en phase de fermeture, en fait, plus. Et moi, je m'entendais bien avec la personne qui était responsable, qui avait été nommée responsable de nos produits, en fait, en Australie. Et donc, elle m'annonce qu'elle va se retrouver à la rue, alors qu'on venait de les former, qu'on venait d'organiser les choses. Et donc, on discute, on s'entend bien, et puis finalement, on se dit, bah ok, puisqu'on veut venir en Australie, on n'a qu'à monter une filiale, on te recrute en tant que directrice, et puis tu développes la filiale, et puis tout va bien se passer, et puis je vais te faire vivre un dream. Sauf que le dream, on ne l'a pas vraiment vécu, parce que le marché australien, même s'il y a une forte valeur ajoutée, il y a un fort PIB par habitant, ils ne connaissaient pas nos produits, ils ne connaissaient pas bien la Grèce dans le domaine de la chirurgie plastique, et il faut quand même rappeler à chaque fois que c'est un pays qui fait la taille de l'Europe. Vous pouvez vous amuser à mettre l'Australie sur l'Europe, enfin l'Europe rentre dans l'Australie, et il y a 22 millions d'habitants. Voilà. Donc, et je fais un saut au passage, si vous considérez le Canada, c'est la même. C'est un pays grand comme l'Europe, il y a 22 millions d'habitants. Et les cultures sont peut-être même un peu assez similaires. Donc 22 millions d'habitants, c'est pas énorme, c'est très ciblé sur certaines villes, puisque le PIB par habitant est très élevé en Australie, les salaires sont très élevés en Australie. Et donc quand vous payez quelqu'un pendant un an et demi et 2 ans au salaire australien en tant que directeur d'une filiale, et ben ça vous fait beaucoup de cash à brûler. Et puis en face, vous n'avez pas forcément les ventes. Et parce qu'en amont, on n'a pas forcément anticipé en fait, le marché, la façon dont ça allait se développer. On avait fait un peu des plans sur la comète. Voilà. Donc si on avait analysé mieux le marché au départ, alors il se trouve qu'on a travaillé avec Altios pour le développement sur l'Australie. Et j'ai pas grand-chose à redire contre Altios, puisque c'est la personne de chez Altios qui a pris la direction administrative de notre filiale, puisqu'il y a besoin d'un directeur administratif en local, notamment. Voilà, mais on n'a pas fait de vraies études de marché en amont, et on s'est un peu planté. Donc si c'était à refaire, je pense que je le referais, parce que j'aime bien souffrir. Parce que c'est quand même aujourd'hui un business qui se développe de plus en plus. On a trouvé un distributeur, on est en train de fermer la filiale finalement. Et on va faire sans doute plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur les 2-3 ans à venir sur ce pays-là. Mais si je devais le refaire, je le referais, mais peut-être un petit peu différemment. Voilà, donc l'importance du marché en avant.
Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que vous voyez bien que quand vous décidez de vous déployer à l'international, vous avez intuitivement des marchés qui vous semblent évidents. Or, il est prouvé, et alors ça c'est un facteur d'expérience, que ce n'est pas forcément ces marchés-là qui vont être les plus intéressants pour un retour sur investissement rapide. Et que parfois, il faut challenger ce qui est une intuition naturelle, partagée par tout votre écosystème. Il faut le challenger. Et la meilleure façon de le challenger, c'est effectivement de faire ce travail d'études en amont. Alors, études de marché, c'est un mot qui est un peu galvanisé, que personne n'aime. Il n'y a pas un dirigeant. Il y a des mots que les dirigeants aiment plus, stratégie, études de marché, etc. Et c'est bien compréhensible. N'empêche que, de se dire, a priori, j'ai 4-5 marchés qui sont intéressants à court terme pour me développer et faire du business est facile, parce qu'il y a des marchés faciles et des marchés compliqués. On va revenir aux aspects réglementaires rapidement. Et puis se dire aussi, il y a 1 ou 2 marchés à 3-5 ans qui sont incontournables. Et ce n'est pas la même chose, parce que les marchés où il y a des quick wins, où on peut vite faire du chiffre, et ceux où il faut être, quoi qu'il arrive, parce que 30-40% du marché mondial se situe là, ça peut être le Brésil, dans le domaine de la santé médicale, personne ne sait que c'est parfois un marché plus important que les États-Unis, le Brésil, parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils peuvent pour le corps, la beauté, l'esthétique, le machin, etc. Tant mieux une fois qu'on le sait. Mais il faut préparer tout ça, mais ça ne suffit pas de savoir que c'est un marché important. Il faut regarder les aspects réglementaires, et Régis va nous en dire un mot. Tout ça pour dire qu'il faut préparer, en fait. Et préparer, c'est accepter de passer du temps, non pas confondre vitesse et précipitation en se disant, oui, c'est ce marché-là, etc. C'est pareil, quand vous êtes dans les techs, oui, les États-Unis, bien sûr. Dans certains cas, si vous développez une appli, vous n'avez pas le choix. Faut aller, vous savez où il faut vous installer. Mais dans un certain nombre de domaines de la technologie, il y a d'autres marchés qui sont largement aussi intéressants, aussi importants que les États-Unis. Les États-Unis, c'est un tellement gros morceau qu'il faut peut-être l'approcher en mode simple, en allant peut-être sur des conventions, prendre le pouls, sentir avec ses tripes, c'est ce que je dis tout le temps, sentir avec ses tripes, écouter, etc. Puis voir quelle est la meilleure stratégie. Puis il y a d'autres marchés qui sont peut-être plus proches, en Europe ou en Asie, où il faut aller, Singapour par exemple, dans le domaine médical, santé, tech, où il faut aller tout de suite, et ça peut aller beaucoup plus vite. Mais ça, il faut arrêter de le laisser à l'intuition du dirigeant qui fait son développement international au doigt mouillé. Un dirigeant, aujourd'hui, quand il veut investir dans son CRM, il va comparer 3-4 devis, il va prendre 6 mois, il va s'entourer, il va recruter, etc. Et pour une raison que je ne m'explique pas, quand on parle de développement international, c'est je pars, etc. Je ne critique pas, il n'y a pas de condescendance dans mes propos, c'est juste une connerie. Un développement international, ça se prépare avec une feuille de route, comme un plan de financement, comme un investissement dans le CRM, comme le choix de développer un produit ou de monter une usine ou d'investir dans des machines. Ce n'est pas différent. Et pour ça, il y a 2 étapes. Le diagnostic interne, est-ce que je suis prêt ? S'il n'y a que Régis qui parle anglais dans sa société et qui peut se déployer partout dans le monde, qu'est-ce qu'il fait ? Il va passer 15 jours par mois dans le monde, puis quand il revient, il a toute son équipe qui l'attend parce qu'il y a la R&D qui veut développer, parce qu'il y a un problème technique ici, parce qu'il y a, je ne sais pas quoi, le logisticien qui n'a pas mis la bonne étiquette sur une palette, etc. Et quand il revient avec plein de cartes de visite du Brésil ou de la Chine et de l'Inde. S'il n'a pas le temps de traiter et qu'il faut qu'il gère déjà tous les trucs qu'il a à faire dans sa société parce qu'il n'a pas été là pendant 15 jours, il y a un problème. Donc, est-ce que vous êtes prêt, structuré, disponible en termes de RH? Est-ce que vous avez la bonne structure? Est-ce que vous avez les moyens de com? Moi, j'ai des clients qui me demandent, ils ont panier en Chine, en Inde, etc. Ils n'ont même pas un site internet en anglais. Mais là, je ne critique pas non plus. J'ai fait les mêmes erreurs. Mais il y a quand même des choses à regarder. Donc, ça s'appelle un diagnostic interne. Puis, une fois qu'on a fait son diagnostic interne sur ses forces et faiblesses, et puis, etc., du coup, on réduit peut-être la voilure en se disant j'attends 1 an avant de recruter un responsable ADV ou un responsable export. Je vais temporiser un peu. Je ne vais pas aller sur 5 pays faire de la voltige à la française, parce que les Français sont assez forts pour aller dans un pays, parce que c'est à la mode. Puis après, on ne les voit plus pendant 10 ans. Puis le Brésil revient à la mode, alors on les revoit. Mais vous voyez que le Brésilien, il pense quoi? Parce que l'Allemand et l'Italien, lui, pendant 10 ans, il est toujours venu. Même si c'était compliqué, même si le Brésil allait mal. Parce que le Brésil, c'est comme ça. Si vous êtes là en 2010, quand vous êtes au top, génial. Le monde entier en 2010 est au Brésil. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Lula, bon, c'est un peu plus compliqué pour lui maintenant, mais les grandes années, génial. C'est pas là qu'il fallait venir, c'était 10 ans avant. La Russie, en ce moment, c'est compliqué. Vous pensez que c'est le moment où il ne faut pas y aller? Moi, je vous dis que ce n'est pas le moment où il ne faut pas y aller, c'est le moment où il faut y aller et il faut être fidèle à vos partenaires russes.
Parce qu'eux, ils n'oublieront pas dans 4-5 ans, parce qu'à un moment donné, l'économie est ainsi faite qu'elle repart toujours à un moment, hein, partout dans le monde. Ce n'est pas le moment où il faut sortir. Et les Français, ils viennent quand ça sent bon, puis après ils se retirent parce que c'est compliqué, puis ils reviennent, etc. Non, 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 non. Il faut être régulier. Par contre, pour être régulier, si vous le faites sur 20 pays, c'est compliqué quand vous êtes une PME. Donc choisissez 4-5 pays, faites ce qu'on appelle un plan de déploiement international, vous priorisez vos pays et vous restez focus sur ces pays-là, quoi. Et vous déviez pas. Sauf, et ça arrive, j'ai pris une décision en pensant que, malheureusement, au bout d'un an, il se révèle que, moi j'ai le cas d'un client au Brésil, dans le secteur médical santé, ils ont changé la réglementation, il est mort. Bon, bah, faut qu'il se retire. Ça s'appelle un accident industriel, entre guillemets. Tu peux nous dire d'ailleurs cet aspect réglementaire qui est tellement important dans ton secteur, mais dans tous les secteurs, avant de mettre le pied quelque part, de bien passer le temps là-dessus, c'est long et fastidieux, mais à quel point c'est important, en particulier dans ton secteur. Oui, oui, donc je suis désolé pour ceux qui ne font pas du médical, mais pour ceux qui en font, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, nous, on est approuvé en Australie et on est CI approuve aussi. Ça nous permet de vendre dans toute l'Europe et dans le Middle East aussi. Mais dans tous les autres pays, quasiment, il y a du réglementaire à repasser. Donc une fois que vous avez votre CE, tout le monde est content, on peut vendre dans toute l'Europe. Mais selon les secteurs d'activité, ce n'est pas forcément le marché le plus important. Il peut y avoir des marchés beaucoup plus importants ailleurs. Mais pour y accéder, il faut passer le réglementaire. Et je vais vous redonner un exemple qu'on vit encore, c'est le Japon. Donc le Japon, c'est le deuxième marché mondial au niveau du dispositif médical. C'est un énorme marché, une population vieillissante, très axée aussi comme toute la zone asiatique, maintenant sur le paraître et sur la beauté, dans un niveau de détail très important. Mais la réglementation japonaise, c'est une vraie galère. Donc ça a l'air normé, ça a l'air très, très, très carré. En fait, ça allait de manière un peu plus approximative. Et donc on est parti au Japon sur l'initiative en fait de notre maison mère, qui avait identifié quelqu'un là-bas avec qui on travaille toujours d'ailleurs, qui vit à Hong Kong, qui parle japonais très bien, qui connaît très bien la culture japonaise. Et donc l'idée c'était de dire, puisqu'on a quelqu'un qui connaît très bien la culture japonaise, qui connaît ce milieu-là parce qu'il avait déjà travaillé là-dedans, on va aller au Japon, on va développer les produits STEM6 au Japon. Ok, super, on y va. C'était en 2015. En 2018, et on ne vend toujours pas de produits au Japon. Pas parce que les gens ne sont pas intéressés, tout le monde est intéressé. Le gouvernement nous connaît, tout le monde nous connaît, les chirurgiens nous connaissent, mais on n'a pas passé la barrière réglementaire, parce que c'est plus compliqué que prévu. Et puis on avance de 2 mois, 3 mois en 3 mois, et au Japon, tout est lent. Si vous prenez vous voyez, le pire pays européen en termes de lenteur, vous multipliez par 5 ou par 10 et vous arrivez au Japon. C'est vraiment très très lent. Et donc vous mangez, en fait, vous faites du cash burn, parce que vous envoyez des gens pour former les chirurgiens en se disant on a signé avec un distributeur, hein, ça c'est pas le problème de la commercialisation. C'est vraiment important de le dissocier. On a un distributeur, il est super motivé, on a signé un contrat sur 10 ans à hauteur de plusieurs millions d'euros d'investissement sur le contrat, enfin de vente, engagé, il s'est vraiment engagé, mais tout le monde est bloqué parce qu'on n'a pas passé la barrière réglementaire et que si on vend dans le pays aujourd'hui, on peut se faire refouler du jour au lendemain par les autorités, comme c'est arrivé à un concurrent coréen qui a reçu une lettre du ministère en disant on sait que vous vendez des produits qui ne sont pas enregistrés, maintenant vous arrêtez parce que sinon il n'y a plus une personne de chez vous qui remet le pied au Japon. Donc ils ont arrêté, puis ils ont commencé un processus d'enregistrement. Et pareil pour eux, ils ne sont toujours pas enregistrés. Donc c'est compliqué. Et donc ça fait partie aussi de la phase de réflexion en amont. C'est bien de dire le Japon, c'est le deuxième pays au monde dans le domaine du dispositif médical en termes de business, mais ça ne fait pas tout, parce que ça va bientôt faire 3 ans qu'on investit pour y aller. On a cramé beaucoup de cash pour y aller. On va finir par y rentrer. Ça va sans doute augmenter très fortement notre chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, on n'y est pas. Et ça fait bientôt 3 ans. Donc voilà, il faut bien aussi le réfléchir en amont, et je pense qu'on va aussi discuter de la dernière partie, là, c'est financer son développement et imaginer au départ combien ça va coûter. Voilà, vous faites votre plan de développement, vous dites pour aller dans ce pays, ça va coûter tant, vous arrivez à un résultat, vous multipliez par 2 ou par 3, et c'est probablement à peu près sur ce que ça va vous coûter, parce que de toute façon, il y a toujours des choses qu'on oublie.
Donc voilà, le réglementaire en tout cas est extrêmement important dans le domaine médical et parfois ça peut prendre énormément de temps. Et juste, je ne vais pas citer les pays pour pas être désagréable pour eux, mais Boris par exemple en a beaucoup parlé juste avant. Il y a des pays où vous pouvez rentrer en 3 mois ou vous pouvez rentrer en 3 ans avec le même dossier réglementaire. Voilà, mais ça dépend à qui vous vous adressez et combien vous donnez à la personne à qui vous vous adressez. Il y a même des pays où vous pouvez passer 2 ans sur une logique et puis pouf, il y a un nouveau ministre et puis il change la loi. Ça, c'est un pays que je connais bien, Brésil pour pas le citer, où là, pouf, au bout de 2 ans, on dit ah bah non, ça a changé. Bah dites-moi comment ça marche. On peut pas vous le dire. Donc pendant 6 mois, tout est bloqué. Mais vous, effectivement, vous avez investi depuis 2 ans. Et ça rejoint le point qui est marqué ici. Tout ça n'est pas écrit au hasard. C'est Bruno qui a bien travaillé avec ses 12 ans d'expérience. C'est de bien regarder le marché, la facilité d'accès, le potentiel. Parce que des fois, on voit le potentiel. La Chine, 1,2 milliard de personnes. L'Australie, 20 millions. En fait, derrière, il y a plein de questions. Aspect réglementaire, facilité d'accès, coûts, concurrence, etc. Si vous ne regardez pas tout ça, bah vous risquez, vous avez 3 chances sur 4 en fait peut-être de confondre le pays à fort potentiel mais où vous n'allez pas vraiment faire des affaires avant 10 ans. Et puis celui où vous pouvez en faire très vite d'ici 6 mois mais qui n'a pas l'air d'être un potentiel énorme mais que par contre qui est easy access. Donc vous voyez qu'il y a des questions qui sont vraiment fondamentales et que si ces questions, vous refusez de vous les poser pour vous fier à votre intuition, elles vont vous revenir en boomerang. Au Brésil, quand vous rédigez les statuts de votre entreprise, il y a une phrase en article 2. Selon la manière dont vous formulez votre activité, vous allez payer 10% d'impôts ou 2% pour un mot. Donc, il vaut mieux avoir le bon avocat, il vaut mieux bien s'entourer et se renseigner sur la fiscalité. Mais c'est la fiscalité au Brésil, c'est les RH en Chine, c'est un autre aspect en Australie. On s'en fout à la limite, chaque pays est particulier. J'imagine, je le sais d'ailleurs, quand vous venez en France aussi, il y a quelques particularismes qu'il vaut mieux avoir en tête avant d'investir, pour vous adapter. Donc pour s'adapter, il faut savoir où on met les pieds. Et le point le plus important que tu as souligné, le financement. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi un patron d'entreprise, sur tous les sujets, il raisonne quand même à 1 an, 2 ans, 3 ans pour savoir ce que ça coûte, et pas l'international. L'international, comme le reste, on peut faire un beau tableau, mettre nombre de billets d'avion dans l'année, recrutement d'un responsable export, recours à un expert comptable, frais d'avocat, etc., etc., etc. Autrement dit, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, pour passer de 2 millions à 10 millions à l'export ou de 20% à 50% à l'international, ça va me coûter tant, à la louche. Après, vous affinerez, vous changerez peut-être le plan en cours de route parce que l'Australie finalement ne marche pas, puis le Brésil décolle, ça c'est normal. Mais vous voyez bien qu'il faut préparer, et aussi sur les aspects financiers. Et c'est assez déconcertant. Je sais que la BPI en a conscience, le Crédit Agricole depuis longtemps. Il faut raisonner votre développement international sous l'angle de ce que ça va vous coûter. Parce que se développer l'international, ça vous coûte du temps. Mais à la limite, un dirigeant comme Régis, qui a une sensibilité internationale, je suis sûr qu'il aime bien, comme moi, quand même prendre l'avion, puis arriver en Espagne ou au Brésil, même si c'est fatigant, et machin, et trucs, etc. Il y a quand même ce kiff, quoi. On adore ça. Donc ça prend du temps, mais ça coûte surtout cher. Parce que si vous décidez d'aller sur 4-5 pays, je peux vous garantir qu'il y a un pays qui va marcher mieux que ce que vous pensiez, un autre, vous pensiez que ça serait le numéro 1, qui ne va pas fonctionner du tout, puis quant aux 3 autres, vous allez devoir changer au cours de route de stratégie. Vous pensiez qu'il fallait aller avec le distributeur, bah non, il va falloir créer une filiale pour pouvoir payer moins d'impôts, cas du Brésil, et vous pensiez ouvrir une filiale et mettre quelqu'un, et bah non, il vaut mieux passer par un distributeur. Puis dans un autre pays, vous n'y avez même pas pensé, il vaut peut-être mieux faire une acquisition, parce que finalement, vous allez gagner 10 ans d'expérience. Et tout ça, il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et ça ne s'improvise pas. Voilà, c'est pour ça qu'on parle du doigt mouillé, c'est un peu fort, mais c'est vraiment ça. Si je reviens sur le réglementaire, par exemple, si on part du CE, du marquage CE, qui est finalement pas le truc le plus difficile à obtenir si on compare ça à tout ce on doit obtenir au niveau international. Si vous avez votre CE et que vous voulez aller aux USA, ce n'est pas tout à fait le même dossier. C'est-à-dire que si vous avez préparé tout votre système qualité et tous vos produits au niveau réglementaire en accord avec les normes CE, vous ne pouvez pas aller directement aux USA. Il y a tout un tas de petites particularités qui vont faire qu'il va falloir que vous changiez
votre système qualité, votre dossier réglementaire pour vous adapter aux USA. Ça peut être des choses très basiques, mais par exemple, et celle-là je l'adore, le système de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, impose que vous écriviez tous vos documents donc, qui correspondent à votre système réglementaire au stylo bleu. Si vous avez tout écrit en noir, il faut tout refaire, il faut tout mettre en bleu. Donc chez nous, on a interdit les stylos noirs pour être FDA approved, pour être FDA compatible. C'est con. Si vous ne l'avez pas fait, il faut tout le refaire. Donc, voilà. Donc il vaut mieux en amont pour aller aux États-Unis. Quand vous montez votre dossier CE ou quand vous l'avez déjà monté, prendre point par point, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir rentrer aux États-Unis, qu'est-ce que me demande la FDA, au lieu d'y aller bille en tête, parce que vous pouvez économiser sans doute pas mal d'argent, parce qu'un agent américain par lequel vous allez être obligé de passer, il va vous prendre pas mal de fees au passage, parce que sa journée est quand même assez élevée en termes de coûts. Si vous avez anticipé tout un tas de points, déjà, vous êtes un peu plus alerté sur la façon dont on va y aller, vous allez pouvoir y aller, puis ça va vous coûter moins cher. Pour entrer aux États-Unis, ça coûte quand même généralement entre 50 et 100 KE, juste pour passer le réglementaire. Ça, faut l'envisager. Donc voilà. Et puis j'avais un autre point sur la préparation. Et c'est ce que disait Boris, là, ça existe vraiment. S'il n'y a personne qui parle anglais dans votre boîte, il faut quand même peut-être se poser la question si c'est un bon truc d'aller à l'international. Il faut peut-être payer des formations, il faut peut-être avancer un petit peu sur ce point-là, et ça existe vraiment. Il y a des gens qui veulent se développer à l'international via peut-être Altios ou via Business France, parce que ça je l'ai entendu d'agents Business France. Il n'y a personne qui parle anglais. Bon, et si le distributeur vous appelle, vous allez parler en quoi comme langue? Vous allez faire comment? Parce que Google Trad, il n'est pas encore en direct live, quoi, donc ça prend un peu de temps, ça va être compliqué. Si vous avez personne qui gère l'administration des ventes chez vous, et que vous ne connaissez pas la réglementation du pays, le code douanier de vos produits, les taxes à l'entrée, comment vous allez les expédier, qui est-ce qui va le faire quand vous allez avoir une commande? Donc tout ce qu'on appelle, disons, entre guillemets, le back-office chez vous, la gestion des commandes, qui va faire les paquets, est-ce que vous avez les produits en stock? Tout ça, c'est du détail du fonctionnement de société tous les jours. Donc je ne parle pas pour les gens qui font du logiciel, c'est peut-être un peu plus simple, mais sinon si vous avez un produit physique, il faut faire un carton, il faut mettre une étiquette dessus, il y ait un transporteur qui passe, il faut l'envoyer par la poste, il faut être sûr d'avoir la bonne facture. Voilà, tout un tas de petites choses qui font que si vous n'êtes pas structuré en interne, vous allez vous planter nécessairement. Voilà, c'est ce qui est important dans la préparation aussi. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez le gérer? Parce que trouver un distributeur dans un pays, trouver un marché, on y arrive toujours. C'est pas forcément la chose la plus complexe en fait. C'est toute la gestion derrière du distributeur. Est-ce qu'il va rester avec vous? Est-ce que vous allez pouvoir le livrer à temps? Est-ce que votre pricing est bon ou il n'est pas bon? Est-ce que les gens parlent la langue? Est-ce qu'on va pouvoir communiquer avec le distributeur au jour le jour ou pas? Tout ça, c'est vraiment important. C'est exactement ça. C'est en fait, ça peut être une liste à l'après-vert. Le diable se cache dans les détails. Si vous remportez, nous on a le cas d'un client dans le sud de la France avec le Crédit Agricole du Languedoc qui nous demande de l'aider à rentrer auprès des acheteurs sur des tapenades là, fabricants de tapenades. On fait une étude, machin, etc. On regarde. On arrive à trouver un programme de rendez-vous avec 3 acheteurs, dont Whole Foods, qui est une des principales chaînes assez haut de gamme, notamment sur l'est des États-Unis, etc. Ils ont un test produit, ils envoient des produits, le responsable export se déplace, ça se passe super bien. 2 mois après, ils refont un test et là, ils disent « Ok, vous nous envoyez 3 containers. » Sauf que les 3 containers, c'est dommage, mais sur l'étiquette, ils ont fait une erreur. Les containers, ils sont restés bloqués. Donc les containers, ils sont partis, mais ils sont revenus. Et puis Whole Foods, il ne veut plus entendre parler du fournisseur français qui n'a pas su fournir les bons produits. Le diable se cache dans les détails. Si votre responsable logistique se fout complètement du fait qu'il faut des palettes temps par temps inufigées, je ne sais pas quoi, pour le Brésil, et qu'effectivement, en Russie, il faut un papier rempli de telle manière pour que ça passe les douanes russes, non seulement vous allez perdre du temps, de l'argent, mais en plus vous allez vous fermer le marché parce que votre distributeur, il va vous dire, moi j'ai le cas en Australie, j'y étais la semaine dernière, produits complémentaires, appel d'offres gagné dans des cliniques, il envoie les containers, pareil, il a fait des boulettes dans les papiers, etc. Les containers sont restés à quai, la marchandise est perdue. Donc l'international ne s'improvise pas, c'est pas plus compliqué que le reste, mais ça se prépare.
et ça se travaille. Et effectivement, ça se travaille sous l'angle de plein de petits détails. Les RH, la plaquette, le support de com. Pareil, avant de remettre des tarifs, c'est quand même pas mal de faire une petite étude pour savoir les marges d'intermédiation. Est-ce que vous savez qu'entre l'Angleterre et l'Allemagne, dans des produits de conso comme la chaussure, les marges d'intermédiation ne sont pas les mêmes parce que ce n'est pas vendu de la même manière. Il y a des grossistes dans un cas, des importateurs dans l'autre. En Allemagne, ça passe par ce qu'on appelle des grossistes, dans les lenders, etc. Ils prennent quelques pourcents en plus. Si vous n'avez pas analysé le détail avant de donner votre tarif à votre client final et que vous avez la même grille tarifaire pour tous les pays du monde, c'est complètement absurde. Parce que vous avez oublié, Japon, vous passez par des certains nombres d'intermédiaires incontournables. Donc si vous n'évaluez pas en amont les coûts, vous allez donner votre tarif export. Bon, à la limite, s'il est ex-works, vous êtes tranquille. Ça peut arriver, mais souvent, c'est quand même mieux si vous le faites en délivré local. Donc voilà, il y a tout un tas de ce que j'appelle le diable se cache dans les détails, de petits détails comme ça. Si vous n'y prenez pas garde, si vous ne le travaillez pas en amont, vous allez brûler du cash, c'est-à-dire que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez vous disperser, puis après, vous ferez partie des certains nombres de chefs d'entreprise français qui sont allés à l'export, et puis finalement, qu'on rapatrié en disant « Ouh là là, l'export, c'est vraiment insupportable, c'est compliqué. » Oui, comme d'autres choses. Et alors moi, je pose une question à tous les dirigeants que je peux connaître. Vous avez mis combien de temps pour vous développer en France ? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ok, et vous voulez réussir en un an en Chine ? Écoutez, moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Oui, ça va être long, compliqué, il va falloir vous adapter. Et vous allez réussir en Chine si c'est avéré qu'il y a un potentiel et vous pouvez y faire des choses. Mais ça va prendre du temps, vous allez devoir vous adapter. Et puis, vous allez arriver avec une idée. Il va falloir peut-être changer au bout de 6 mois parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et puis découvrir une nouvelle norme. Puis, si les Chinois décident de changer la norme, vous ferez comme les autres dans le monde, vous vous adapterez. Donc, in fine, soyez humbles. Et comprenez que réussir à l'international, à part les bons coups, et on en a tous fait, c'est souvent 3-5 ans. Le retour sur investissement, où on a une certaine stabilité, on fait du chiffre d'affaires, on a de la récurrence, on est assez serein quand on démarre le 1er janvier parce qu'on sait qu'on a du business et qu'on est en croissance, c'est souvent 3-5 ans. Oui. Donc voilà, donc à la limite, si vous n'avez pas envie de passer 3-5 ans sur un marché, je ne sais pas moi, renforcer l'export en PACA, parce que déjà quand on est de Besançon, moi je suis Dijonnais, donc quand on est de la région ici, aller en PACA, parfois c'est exporter un peu aussi, je le dis, mais on ne travaille pas avec des Strasbourgeois comme avec des Marseillais ou des Nantais, vous êtes d'accord ? Donc c'est déjà un petit peu d'export. Il y a la Suisse qui est pas loin, aller en Suisse c'est déjà de l'export, Dieu sait que c'est complexe. C'est hyper complexe. Donc voilà, il faut bien préparer, il faut appréhender ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bon sens, parce que dans tout ce qu'on décrit, même si on est des gens très intelligents qui parlent plein de langues, etc., c'est beaucoup de bon sens quand même, Régis. C'est beaucoup de bon sens, de détails et de bon sens. Clairement, ouais, clairement. Et juste un point d'exemple encore sur les marchés. Le marché japonais, c'est un marché où vous vendez entre minimum 30% jusqu'à 50% plus cher que sur le marché européen. Le marché est structuré comme ça. Vous pouvez même doubler en fait. Donc si vous ne le savez pas, le japonais est content. Hein. Parce que vous lui avez fait un tarif qu'il n'a jamais vu avant, si vous vendez au même prix que vous vendez aux Européens. A priori, vous partez à minima à 2 fois plus cher et après vous discutez. Donc voilà, c'est des petites erreurs, c'est une erreur de base. Puis une fois que vous avez donné un prix à un distributeur, vous pouvez galérer un peu pour revenir en arrière, quoi, pour lui dire non, je me suis planté, c'est les prix européens. Ah bon, mais voilà, vous êtes cramé. Donc voilà, c'est vraiment à anticiper fortement. Et c'est des petits points des choses, soit de la culture du pays, soit du marché tout simplement, qui vont pouvoir faire la différence. Alors, une fois qu'on s'est préparé, donc on s'est entouré, on a discuté autour de soi, on a regardé avec, et tu l'as dit à fort juste titre, ça c'est aussi un sujet très français, moi ça me fait halluciner. On veut toujours opposer les publics et les privés. Alors nous, dans notre pays, on a la chance d'avoir une agence gouvernementale qui fait un travail de qualité. C'est compliqué pour eux comme pour nous, il s'appelle Business France. On se connaît depuis 25 ans. Ils sont là pour vous aider et ils savent faire un certain nombre de choses. Mais ils sont publics. Donc il y a des choses qu'ils ne font pas, parce qu'il y a des prises de risques, ils ne vont pas créer une filiale, ils ne vont pas prendre un mandat de gérant en Australie. Nous, on est privé, on fait d'autres choses. Puis il y a les chambres de commerce qui font encore d'autres choses. Et en plus, vous avez la chance dans ce territoire, il y a des chambres de commerce internationales qui sont plutôt pas mauvaises. Parce que je pourrais vous en citer certaines en France où franchement, vaut mieux partir. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a 25 ans dans une CCI qui vient vous conseiller comment vous développer au Japon alors qu'il n'a pas vécu à l'étranger, qu'il n'a aucune expérience, etc., c'est un peu problématique. Mais dans un certain nombre de chambres, et c'est le cas ici, j'insiste, il y a des gens de qualité qui ont une vraie expérience à l'international. N'opposez pas, additionnez.
On s'en fout de savoir le pédigré. Le pédigré n'est pas un substitut de l'intelligence. Moi, je ne suis pas plus intelligent que les gens de Business France, qui ne sont pas plus intelligents que nous. On n'a pas les mêmes contraintes. Moi, je n'ai pas l'argent du contribuable à la fin de l'année, c'est vrai. Mais bon, passer cette petite phrase que mes amis de Business France connaissent, on a la même passion. On veut que les entreprises réussissent. Donc, additionnez. Prenez la CCI qui va vous aider sur un aspect réglementaire. Et puis, Business France pour un programme de rendez-vous, participer à un salon. Et puis, Altios pour prendre un mandat de gérant ou faire votre compta. Et puis, tous les autres. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de réussir et de bien vous entourer. Et je reviens à la notion de réseau. Plus tu parles à peut-être Bruno, qui est depuis 25 ans en Australie, et puis le patron de Business France, puis celui de la Chambre de commerce franco-australienne, et puis l'expert comptable, et puis ton banquier, et puis ci, et puis ça, moins tu feras de bêtises, et t'en feras encore de toute façon. Parce qu'on en fait tous. Moi, j'ai créé des filiales, on s'est planté. Quand j'étais en 2010 au Brésil, 95% de nos revenus étaient sur le métier du conseil. Je vous parle 7 ans plus tard, 95% de mes revenus sont sur du corporate service, de la gestion comptable ou de la gérance. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut aller au Brésil. Donc vous voyez bien qu'il faut être super agile, il faut s'adapter à son écosystème, à la demande des clients. Nous, en plus, on est dans les services, donc ce n'est pas comme de l'industrie, c'est d'autres problématiques, mais nous, on s'adapte aux besoins de nos clients et à notre écosystème. Donc additionner toutes ces compétences ensemble, et moi, je voudrais arriver au nœud gordien, et le point le plus important, et je sais que ça t'est cher, Régis, quand on a préparé cette intervention, qu'on en a parlé. Une fois qu'on a bien préparé, il faut se structurer. Se structurer, il y a l'aspect RH qui est important. Oui, ça, je l'ai déjà un peu évoqué sur l'Australie. C'est la capacité à équilibrer ses recettes avec son cash burn, quoi. Parce que, encore une fois, quand vous recrutez quelqu'un en Australie, les salaires australiens sont à peu près 2 fois plus élevés qu'en France. Si vous regardez globalement un serveur de café en Australie, il gagne entre 2 000 et 3 000 euros, quoi. Voilà, il faut le savoir. Enfin, même si le dollar australien a aujourd'hui beaucoup chuté, vous avez un pouvoir d'achat dans ce pays qui est finalement pas tellement supérieur à ce que vous pouvez trouver en France, parce que tout est extrêmement cher, mais les salaires sont en accord avec ce que vous achetez. Donc voilà, il faut imaginer que quand vous employez quelqu'un pour diriger une filiale, vous n'allez pas pouvoir employer quelqu'un à moins de 5 000 ou 6 000 euros, quoi, par mois, tranquillement, hors charge. Donc ça fait du cash burn. Si vous partez aux États-Unis, ça dépend dans quelle région des États-Unis, mais a priori les régions où vous avez quand même du business, les salaires, c'est pas tout à fait les mêmes qu'en France non plus. Et c'est même pas encore, c'est au-dessus des salaires parisiens, quoi, parce qu'on peut différencier entre les salaires parisiens et la province. Mais là, vous passez des fois des caps x2, des fois c'est un minimum. Et puis on avait il n'y a pas très très longtemps quelqu'un sur un Start Meetup qui parlait d'un de ses développeurs qui a été piqué pour aller dans la Silicon Valley. Il a essayé de le retenir en lui proposant un salaire plus élevé, et puis il lui a dit non mais attends, laisse tomber, tu peux me donner 450 KE par an? Non? Je pars à la Silicon Valley, quoi. 450 KE. Voilà, pour un développeur. Donc c'est ça aussi qu'il faut anticiper sur l'endroit où vous allez, les salaires que vous allez payer, et dans combien de temps vous allez avoir un retour sur investissement. Si vous êtes capable de le financer, ou si vous avez une trésor illimitée parce que vous avez une très bonne banque, merci pour eux, vous pouvez le faire. Mais généralement, c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut vraiment l'anticiper, et les RH, c'est un vrai problème. Donc il y a ce côté salaire, et puis il y a la structuration en interne, recruter les bonnes personnes sur votre flux, sur votre supply chain, sur vos envois, sur votre administration des ventes, des gens qui sont compétents sur leur métier, qui, si possible, parlent couramment anglais à minima. Et je connais même des boîtes qui, à partir du moment où ils vont travailler avec un pays qui représente 50-60% de leur marché, vont recruter quelqu'un qui parle la langue du pays qui représente une grosse part de leur chiffre d'affaires. Ça peut être la Chine, ça peut être le Brésil. Voilà, parler chinois du jour au lendemain, ça ne s'invente pas. Donc vous parlez anglais. Les Chinois, la majeure partie des Chinois parlent très mal anglais. Les Japonais, c'est pareil. La majeure partie des Japonais parlent très très mal japonais. Donc ça reste compliqué. Donc par email, ça va, mais dès que vous avez un interlocuteur avec qui vous devez discuter, c'est compliqué. Donc voilà, tout ça, ça reste, le diable est dans les détails, des petits points.
mais qui font que si vous n'avez pas structuré votre RH et si déjà en interne, et si vous n'avez pas imaginé combien ça allait vous coûter d'embaucher des gens dans les pays où vous voulez aller, vous risquez d'arriver rapidement à du déficit de trésor, et ça c'est un peu la peur de tout le monde, quoi. Et sur les RH, c'est là où il faut échanger, pratiquer le réseau, aller voir plein de gens. Moi, j'aurais jamais pensé à actionnariser un jeune de 26 ans aux États-Unis il y a 12 ans. Et Dieu sait qu'on l'a refait depuis, à Singapour, en Inde, etc. J'avais pris un EM Lyon qui avait 2 ans d'expérience en Inde, qui travaillait chez Business France d'ailleurs, et qui est venu chez nous après. Si je n'avais pas à discuter autour de moi, et comme je ne pouvais pas payer, j'ai trouvé un autre système. C'est que j'ai dit à la personne, si ça se passe bien, dans 2 ans, je te garantis que je te donne 5%, et dans 6 ou 8 ans, tu auras 20% de la filiale. En définissant des clauses de valo, etc. Qui fait qu'en l'occurrence, la personne, quand elle est partie avec un chèque de plusieurs centaines de milliers de dollars qui lui était dû. Donc, il y a toujours des solutions sur les RH, mais ça s'anticipe et il faut trouver, en discutant autour de soi, quand on est une PME et qu'on n'a pas des gros moyens, il faut trouver des solutions. Elles existent, donc c'est l'aspect motivation. Et puis ensuite, il y a une autre problématique, et c'est peut-être la plus compliquée, c'est qu'il faut embarquer. Si le dirigeant a une intuition ou une vision internationale et qu'il est tout seul à la vivre, que l'ADV, quand ils prennent le café le matin, il dit « Putain, encore la Libye du patron là, qui rentre de Russie. Franchement, la Russie, t'as vu Poutine, machin, truc. » Que le gars en logistique, il dit « Putain, il m'emmerde avec ses étiquettes et ses palettes de trucs bidules pour le Brésil. » Ça le fait pas. Donc il faut bien embarquer tout le monde. L'international, c'est une aventure. Enfin, je veux dire, c'est pas le bateau des Argonautes là. Mais c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, vous montez avec Ulysse. Alors Ulysse, on va dire, c'est le patron, etc. J'espère qu'il aura moins d'aventure qu'Ulysse, mais c'est un peu ça. C'est l'Odyssée. Et vous embarquez votre équipe. Et votre équipe, c'est l'ADV, c'est les RH, le responsable RH. Vous voulez que je vous dise, moi, une PME de 15 millions d'euros de Besançon ou un groupe de 600 millions d'euros Bridor qui arrive en Russie, c'est pareil. Vous arrivez en Russie, vous êtes à poil. Vous ne connaissez pas la législation, vous ne savez pas comment vous pouvez vous séparer de quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça vous coûte si vous avez un conflit, vous ne savez pas les charges sociales, vous ne connaissez pas les problématiques de visa, vous ne savez pas les packages qu'il faut donner, vous ne savez pas, parce que d'un pays à l'autre, ça peut être aux États-Unis, c'est l'assurance santé qui est importante. En Russie, ça va être autre chose, ça va peut-être être la voiture. Sauf que s'il a un accident en voiture, c'est vous qui êtes responsable. Donc il faut peut-être lui faire prendre la voiture plutôt que de le prendre au nom de la société. Le diable se cache dans les détails. Donc tout ça pour dire que ces aspects-là, RH, quand on est gros ou petit, on arrive en Russie, au Brésil, on est tout nu, tout humble, on cherche à comprendre comment ça marche. Il n'y a pas de différence. Nous, chez nos clients, il n'y a pas de différence. Je me souviens avoir une discussion avec le DRH d'un groupe de 500 millions d'euros qui me parlait du Brésil. Il dit oui, mais nous, vous comprenez, on est dans 15 pays. Et moi, je lui dis, mais attendez, vous êtes dans 15 pays, moi aussi, mais vous n'êtes pas au Brésil. Donc moi, je vais vous dire qu'au Brésil, si vous faites ce que vous êtes en train de me dire, vous allez vous planter. Alors, il était un peu vexé. C'était l'acheteur, en plus. Les acheteurs sont très susceptibles. Il m'a dit, ouais, bah, de toute façon, je connais du monde et tout. Bah, au bout de 6 mois, il est revenu la queue entre les jambes. Et puis, le seul qui pouvait lui trouver une solution par rapport à un problème bien particulier, il se trouve que c'était nous. Et puis, depuis, on travaille avec eux sur 7 pays. Donc, l'humilité, accepter que c'est différent d'un pays à l'autre, que tout le monde n'a pas toutes les solutions. Moi, je ne les ai pas toutes, personne ne l'a. Et il faut être très, très humble à l'international, plus que dans tout, j'ai envie de dire. Et puis, au niveau RH, embarquer son équipe et puis trouver les bonnes solutions. Il en existe. Savoir motiver. Moi, aujourd'hui, quand je reçois nos responsables de filiale, je ne les fous pas à l'hôtel. Ils dorment chez moi. Ils voient ma famille, ils voient mes enfants, on a la même passion, ils travaillent pour nous. Voilà. Et puis Bruno, il habite à 50 km de Lyon, mais il va prendre son mardi soir pour dîner avec le responsable Inde ou le commercial Inde d'Altios, pour ne pas le laisser tout seul dans son hôtel Ibis en banlieue, quoi. Enfin, c'est ça aussi les détails. Hein. Mais ça, les gens ne l'oublient pas. Donc la fois d'après, ils viennent avec un petit cadeau. Et puis finalement, le jour où il y a un problème, on peut se parler, puis on va trouver une solution. Alors que si on traite avec... Oui, voilà, bon, il est là, je le fous à l'hôtel, je passe te chercher demain à 8h, il va se taper sa soirée tout seul à manger une pizza dans sa chambre. Enfin, je veux dire, moi je l'ai vécu tellement à l'étranger, ce truc-là, que j'ai pas du tout envie que nos équipes vivent ça. C'est aussi des détails. Désolé d'être aussi trivial sur des choses basiques, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Et les RH, c'est l'essentiel. Parce qu'au final, quand vous travaillez bien avec un Brésilien, un Russe et un Australien, c'est sûr, vous avez le bon produit. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le plaisir d'échanger. Il y a une fascination pour la France qu'il ne faut pas... Je dis fascination, c'est peut-être un mot déplacé, mais il y a un amour de la France. Il est réel. Enfin, je veux dire, c'est pas un mythe.
de l'Italie aussi. Hein. D'ailleurs, il y a d'autres pays qui ont de la chance, du Brésil d'ailleurs. On a déjà vu quelqu'un dire du mal du Brésil. C'est quand même, on a de la chance. Je ne vais pas citer là non plus comme toi certains pays, mais il y a certains pays, quand vous arrivez derrière, il y a du lourd. Hein. Politiquement, machin, truc, etc. C'est lourd. Hein. Nous, c'est assez. Je veux dire, vous allez en Chine, les gens, ils adorent la France. Vous allez au Brésil, les gens adorent la France, même si on les a un peu battus au football plusieurs fois, mais ils nous adorent, vraiment. Donc, déjà, on a un bon capital. Donc, après, il faut être bon, compétent, machin, etc. Puis bien se préparer, puis s'adapter. Puis comprendre que le Brésil, c'est pas la Charlevoix. La France, déjà, PACA, c'est pas Lille. C'est pas Strasbourg. Imaginez le Brésil. Parce que le Brésil, moi, je peux vous dire, il y a 3 Brésils. Il y a le Brésil du Nord, du Centre et puis du Sud. C'est pas du tout la même chose. Hein. Au Sud, c'est plutôt germanique. Au Nord, c'est plutôt africain. Puis au Centre... c'est un peu tout ça. Voilà. Donc il faut prendre tout ça en considération. Et puis voilà, comme à Barcelone, c'est pas Madrid. C'est des choses simples tout ça. In fine, le diable se cache dans les détails. Tu voulais dire un mot sur l'interculturalité, telle que tu as pu le vivre à travers tes expériences. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est... ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit, mais... on a une culture française qui est très forte. Je dirais qu'elle tourne beaucoup autour du culinaire. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me diront l'inverse, mais les Français aiment bien manger à l'étranger. Donc si vous allez en Chine et que vous trouvez tout dégueulasse et que vous le faites se sentir à votre copain chinois, voilà, il ne va pas forcément prendre ça du bon côté, quoi. Il ne va pas vous dire qu'il a été vexé, mais c'est peut-être pas quelque chose à faire, quoi. Alors que la bouffe chinoise, objectivement, c'est quand même largement dégueulasse, quoi. Enfin, il faut quand même... Non, mais il y a un moment, il faut le dire. Donc vous avez des très bons restos en Chine, il y a des régions qui font de la très bonne bouffe, mais globalement, c'est dégueulasse. De la pâte de coq, je sais pas, si vous avez mangé des œufs de 100 ans aussi, franchement, c'est imbuvable, c'est dégueulasse. Si vous mettez pas 1 kilo de gingembre avec, vous puez l'œuf pendant 3 jours, quoi. Donc bon, c'est voilà. Mais ça, vous le dites pas. Vous dites Donc c'est pareil en Chine. Je prends un peu l'exemple de la Chine parce que il y a quand même une grosse différence de culture. Les Chinois boivent de la bière, beaucoup de bière. Et donc quand ils vous aiment bien, pour sceller un contrat, généralement on signe pas un contrat, on va boire de la bière. Et puis, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. C'est souvent... Je pense qu'il y a 10 ans c'était de l'alcool un peu plus dur que ça, mais ils ont durci au niveau de Pékin, donc maintenant c'est de la bière. Mais moi j'ai connu des trucs plus compliqués que la bière. Il y a plus fort, mais bon, généralement pour midi c'est de la bière. Et donc vous pouvez boire avec votre chinois partenaire, vous pouvez facilement boire 3, 4 bières, 5 bières, hein, et le soir ça peut aller plus loin, jusqu'à ce qu'il s'écroule et que tout le monde rentre chez soi, quoi. Donc si vous ne tenez pas l'alcool, il faut trouver une solution. Soit il faut le dire, vous avez une allergie, je ne sais pas, un truc. Et puis après, parce qu'une fois que vous êtes à 4-5 bières, si vous voulez, vous avez quand même une petite tendance à pouvoir raconter n'importe quoi aussi. Donc il faut faire attention. Parce qu'encore une fois, la culture n'est pas la même. Le chinois aussi, il peut raconter n'importe quoi au bout de 5 bières. Il ne tient pas mieux à l'alcool que vous, rassurez-vous. Mais enfin voilà, c'est des choses. Quand on va signer un contrat, on va bouffer et on boit des bières. Voilà. C'est une des particularités globales, hein. Évidemment, c'est pas 100%, mais c'est quand même beaucoup comme ça. Comme en France, on va aussi bouffer et puis on boit du pinard au lieu de boire de la bière, mais on va peut-être aller un petit peu moins loin. Donc voilà, et puis après, vous pouvez aller au karaoké aussi, beaucoup au Japon. Au Japon, vous allez au karaoké. Enfin, je sais pas, Boris, si tu as déjà expérimenté le... Je suis pas très karaoké, non, mais voilà. je vais rebondir sur l'alcool en parlant de la Russie et du Brésil après. D'accord. Donc voilà, si vous n'aimez pas le karaoké, si vous voulez faire plaisir à votre partenaire japonais, quand vous commencez à vous connaître, à vous découvrir, c'est bien d'aller au karaoké. Vous allez vous éclater au karaoké avec le partenaire japonais. C'est un peu des clichés ce que je vous donne là, mais en fait c'est pas des clichés. C'est la vraie vie dans les vrais pays. C'est vraiment, majoritairement, c'est comme ça que ça se passe. Ça existe. Moi, je l'ai vécu, pas le karaoké, parce que c'est mon ex-associé qui gère le Japon. Mais en Chine, clairement, vous arrêtez pas de boire de la bière, quoi. Donc, c'est assez. Faut tenir aussi. Ça, c'est un autre point sur lequel on viendra après. Il faut tenir. Donc voilà, une des particularités de ces interculturalités, c'est que en venant avec vos principes de français, je ne vais pas dire de base, mais votre culture française, disons, qui a été inculquée à tout le monde, dans certains pays, il y a des choses qui ne passent pas. En Australie et dans les pays anglo-saxons en général,
on ne discute pas de politique. Ouais, alors ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de pays dans le monde où la Voilà. politique est un sujet Voilà, tabou. en Australie, vous ne parlez que de choses futiles. Qu'est-ce que tu as mangé? C'était bon, c'était Sport. pas bon, ta famille, ça va. La pêche, Le sport, voilà. Politique, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Jamais un Australien vous demandera de quel bord vous êtes ou ce qui s'est passé politiquement en France. Personne n'en parle jamais. En UK, c'est pareil. On ne parle pas, même en famille, ils ne parlent pas de ça. Je veux dire, ils le savent que c'est le truc pour se fâcher avec tout le monde, c'est de parler politique. Nous, on le sait, mais on continue à le faire. Eux, ils ont arrêté. En fait, il y a 3 sujets qui passent partout. Vous êtes tranquille. Et j'insiste parce que ce que tu dis, moi, ça fait 20 ans que j'interviens dans des trucs, j'en parle et je vois des gens qui lèvent les yeux au ciel. Oh là là, les clichés, les poncifs. Non, 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 non. Le diable se cache dans les détails. Et moi, je peux vous dire que PME ou grand groupe, et je peux vous parler d'Areva aux Émirats, je peux vous parler de quelques grands groupes, soit parce que je connais les dirigeants ou parce que je les ai accompagnés. Le diable se cache dans les détails et les gros contrats ou les petits contrats, vous les perdez aussi à cause de ça. Et celui qui n'a pas compris ça, là, pour le coup, c'est un manque d'humilité. Donc, ce n'est pas un détail, ce qu'on est en train de raconter. Et effectivement, il y a 3 trucs dont on peut parler, 3 sujets qui passent très bien partout. La bouffe, on en a parlé, plus en tant que Français, c'est bien. Le sport, et si possible, le foot. Alors, si vous arrivez en Inde, le cricket, mais là, je vous souhaite bonne chance, parce qu'avant de parler cricket, il faut quand même connaître les règles. Donc, le sport et le foot, d'une manière générale, qui est un bon viatique. Et j'ai oublié le 3e. La bouffe. Ah, la famille. Mamma mia, la famille, c'est universel. Les enfants, etc., etc. Partez là-dessus. Et puis normalement, au bout d'un certain nombre de temps, quand vous vous connaissez, arrivera la politique, etc., etc. Mais évitez, c'est tellement sensible. Parler à un Brésilien de la politique quand ils vivent ce qu'ils vivent, c'est d'une maladresse crasse. C'est très gênant pour eux. Les Russes, actuellement, hyper nationalistes, sujet à éviter. Moi, j'y vais la semaine prochaine. J'y étais il y a 3 semaines, etc. Donc là, effectivement, il y a ces 3 sujets que vous pouvez aborder sereinement. Ils fonctionnent partout. Et nous, les Français, on a en plus une difficulté, une vraie difficulté. On a été formés cartésien, thèse, antithèse, synthèse, goût du débat d'idées. Dans la plupart des pays du monde, on est perçu comme arrogant et on ne l'est pas. Mais on est perçu comme arrogant parce qu'on aime avoir raison dans le débat d'idées. Ce qui fait que quand on parle avec un Brésilien, quand on parle avec un Indien, quand on parle avec un Australien, les Anglo-Saxons ont horreur de ça. On cherche à avoir raison. Mais pas parce qu'on pense qu'on est plus intelligent, parce qu'on a été formé à ça. On a été formé au débat. T'as ton raisonnement, j'ai mon raisonnement, j'essaie d'avoir le dernier mot. Et ça fait partie de la convivialité chez nous. Sauf que dans la plupart des pays du monde, c'est perçu comme arrogant. Et si vous entendez souvent que les Français sont perçus comme arrogants, ce n'est pas qu'ils le sont. C'est que notre mode de communication, quand on est à l'aise, nous porte à être perçus comme tels, parce que dans la plupart des pays du monde, vous écoutez, vous êtes poli, vous faites de l'humour anglais, vous faites de la diversion brésilienne, vous n'opposez pas un raisonnement à un autre. Ça ne se fait pas, culturellement. Donc vous voyez que là aussi, c'est des petits détails. C'est des petits détails, il suffit de s'adapter un petit peu, et puis ça passe très bien. Et il y a un point à éviter dans beaucoup de pays, notamment anglo-saxons, ce sont les blagues cochonnes ou coquines. Pour rigoler, mais quand même, globalement, les Français à l'étranger... L'humour grivois. Voilà, grivois ou pas très grivois, mais qui peut être très gentil. Dans certains pays, ça passe pas du tout, parce que dans certains pays, il y a un puritanisme. Donc, vous allez, il y a le puritanisme américain, qui est très 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 marqué. Et puis l'Amérique déteint sur beaucoup d'autres pays du monde, et notamment en Australie, moi je l'ai entendu et je l'ai vu. Si vous êtes un homme, si vous dites à une femme quand elle arrive le matin que vous la trouvez très bien habillée avec une très belle robe, ça peut aller sur un procès. Donc voilà, et je déconne pas, enfin j'exagère à peine. Voilà, on est sur des choses qui peuvent nous paraître, disons, un peu décalées, quoi. Où cette culture entre guillemets de gentilhomme, où il y a cette relation avec les femmes, est complètement cassée, changée dans certains pays anglo-saxons, aux US, et moi je l'ai entendu et je l'ai vu en Australie aussi. Oui, c'est vrai globalement, de toute façon. Donc surtout sur les natifs en fait. Après, vous avez toute la population internationale. Si vous allez à Sydney, il y a plus de Chinois que d'Australiens, donc ça va pas être tout à fait la même culture non plus, mais
il y a cette vraie différence. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention parce que vous pouvez planter complètement une relation avec ça, quoi. Alors que vous avez voulu, vous, juste Détendre l'atmosphère, créer du lien. ou être sympathique, quoi. Vraiment, même sans le côté grivois, hein, vraiment hein, très, très, très soft, quoi. Il y a des choses qui passent pas. Donc attention. Alors par contre, en Afrique, là, c'est moins un problème, hein, je vous le dis clairement. Il y a d'autres pays où vous pouvez y aller franchement. Là, c'est pas du tout un sujet. Mais les pays anglo-saxons, attention, quoi. Ça peut être très délicat. Je me suis souvenu de mes cours de philo. Pour certains d'entre vous, peut-être vous connaissez les vertus cardinales, les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales, persévérance, etc. etc. Et j'ai essayé de le décliner, mais en le mettant, en se comparant, parce que je pense que j'y reviens à l'humilité. Le parcours international est un parcours de l'humilité. Alors qu'est-ce qu'il faut finalement pour réussir à l'international ? Persévérance des Allemands pour ne pas faire de la voltige et du try and go, c'est-à-dire d'arriver, de sortir, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. Les économies comme la Russie, le Brésil, l'Inde sont des économies où il peut y avoir des effets de cycle assez importants. Donc il y a des moments où il faut être là et des moments où il ne faut pas être là. Si vous êtes là quand vous pensez que c'est bon, c'est compliqué parce que le monde entier est là. Vous arrivez en 2010 au Brésil, il y a le monde entier qui est au Brésil. Donc le Brésilien, il est quand même cool. Pendant 20 ans, on n'est pas venu le voir. Puis d'un seul coup, il a les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, tout le monde vient lui faire la chasse à court. Donc lui, il est le roi du pétrole. Sa société, elle vaut 100 fois ce qu'elle vaut. Il impose ses conditions, etc. Si vous êtes venu 5 ans ou 10 ans avant quand c'est compliqué, c'est déjà un petit peu plus facile. Donc restez. Par contre, quand le Brésil va moins bien, vous réduisez la voilure. Si vous étiez 5, vous n'êtes plus que 1. Si vous aviez un distributeur, vous y alliez régulièrement, vous y allez un peu moins. Vous vous adaptez. Vous adaptez votre niveau d'investissement temps et financier à la santé de l'économie. Donc persévérance. Je pense que nous, Français, avons un petit souci pour ça. On se pose, on fait un salon, on n'y retourne pas, etc. D'où l'intérêt, on y revient à la préparation. Si je me prépare, je sais que j'ai 3 marchés prioritaires à court terme, 2 marchés prioritaires incontournables à moyen long terme mais compliqués, et je trace ma route. Et je ne bouge pas, sauf si j'ai un événement qui me fait bouger. L'humilité. C'est étonnant, mais quand vous allez au Brésil et que vous voyez que le 4e pays qui exporte le plus au Brésil, c'est la Hollande, vous vous creusez la tête et vous dites, mais comment ils font ? Alors ceux qui connaissent un peu savent qu'il y a du flux, il y a des ports et tout, mais c'est pas que ça. Ce sont des commerçants, ils sont partout dans le monde. Les Suisses, c'est pareil, ils font pas de bruit. Vous savez que pour les Brésiliens, l'entreprise brésilienne la plus géniale, la plus super, dans toutes les enquêtes depuis 20 ans, c'est Nestlé. Pourquoi ? Parce que Nestlé, ça fait 105 ans qu'ils sont au Brésil. Donc pour un Brésilien, Nestlé, c'est brésilien. Ça, c'est la réussite. L'école de l'humilité, de la persévérance et de trouver sa place. L'agilité des Italiens et leur approche collaborative. Pourquoi agile ? Parce que ils savent bouger facilement, ils sont partout, on les retrouve partout, et c'est étonnant parce que c'est des petites PME, ils ont un tissu pas si éloigné que le nôtre. Encore qu'ils ont quand même 3 fois plus de PME exportatrices que nous, Français. Donc on a peut-être un petit peu de marge de manœuvre et de choses à faire, vraisemblablement. Et puis ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble par filière. Donc, vous évoquiez tout à l'heure la présence de la CPME, que je salue au passage, CPME, MEDEF, etc. Ce sont des organismes de plus en plus qui poussent les entreprises à l'entraide, à travailler ensemble. Mon confrère de Besançon, néanmoins concurrent, peut-être qu'en Chine, on a le même problème, qu'on peut diviser par 2 le risque, le coût, et se payer quelqu'un à 2, plutôt que de continuer à penser qu'on est toujours concurrent. Parce que moi, j'ai vu des concurrents avec qui on s'est très bien entendu dans certains pays compliqués, dans certains moments. D'accord ? Après, si ça fait 4 générations, comme dans Jean de Florette, que la famille se déteste, ça va être compliqué, mais encore que, il faut être pragmatique. Finalement, on peut mettre ça aussi de côté. L'opportunisme des Chinois, non, le pragmatisme des Anglo-Saxons, oui, business is business, pas d'idéologie et de sentiment dans les affaires. Les Anglais sont réputés, ils bossent avec vous. S'il y a une meilleure solution le lendemain, pas se poser de questions, il va prendre l'autre. Je caricature, mais c'est un peu ça. C'est une manière de faire des affaires. En tous les cas, être pragmatique, c'est pas mal. Parce que nous, Français, parfois, on est baignés un petit peu, de moins en moins, je pense. Mais on est quand même un peu baignés d'idéologie. Il y a des pays qu'on n'aime pas, etc. Voilà. Je veux dire, là où il y a des affaires à faire, tant mieux, faisons-en. Pratiquons pas ce qu'on n'a pas envie de pratiquer. Moi, j'ai jamais corrompu personne, j'ai jamais, etc. Par contre, je m'adapte, on fait des business, mais on refuse des business. Quand on demandait au Brésil de travailler avec les services publics brésiliens, pour des entreprises françaises qui travaillent, je sais pas, sur des parkings, des machins comme ça, j'ai systématiquement refusé, parce que je sais que je mets le doigt dans un truc au Brésil qui sent pas bon. Moi, je veux pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. L'opportunisme des Chinois, alors les Chinois, c'est génial, parce qu'ils tentent un truc, ça marche pas, ils en essayent un autre, puis ça marche pas, ils en essayent un autre, puis à un moment donné, pouf, il y a la lumière, ils avancent, et puis ils se débrouillent en utilisant
le réseau, le cousin, la cousine, le machin, etc. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, il y a du bon à prendre. La fidélité. Moi, je pense qu'il faut être fidèle. 10, 20, 30 ans, il y a une reconnaissance, il y a une estime, et puis on fait des choses ensemble. Donc il faut être fidèle. Je crois que c'est très important à l'international, et pas prendre un distributeur, et puis 2 ans après, ah bah tiens, lui est mieux, et puis ça se sait, ils se parlent, ils sont dans leur pays. Je pourrais vous parler de grands groupes, hein, je ne vais pas les citer, mais Limagrin, je peux vous dire qu'au Brésil, de ce point de vue-là, ils ont fait toutes les conneries qu'il n'y avait pas à faire. À un moment donné, il faut choisir son parti. Je ne vais pas faire de parallèle avec le mariage, mais en tous les cas, il faut choisir son parti, puis il faut s'y tenir, quoi. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. La patience. Pour moi, c'est le plus important. Une fois que vous avez décidé que le Brésil c'était un marché, il y aura des hauts, des bas, des difficultés, des départs, des problèmes RH, tout ce que vous voulez, de la fiscalité, des changements réglementaires. Patience, persévérance, etc. Et appréhender le rapport au temps. On ne négocie pas avec un Chinois, comme avec un Américain, comme un Africain, comme avec un Brésilien, etc. Le rapport au temps, et là on rentre dans la psychologie, la finesse pour comprendre, c'est déterminant. Il y a des pays, quand vous voulez aller trop vite, vous vous fermez les portes, vous n'en êtes même pas aperçu. Il y a d'autres pays, si vous n'allez pas assez vite, on prend votre place. Comprendre la manière dont les gens vivent au quotidien leur rapport au temps, si moi j'avais un conseil, et j'ai vécu dans 4 continents, dans 7 pays différents, etc., c'est pour moi le plus important. On est tous câblés avec un rapport au temps qui est différent. Et d'ailleurs, je vais même revenir à la France. Vous êtes d'accord que le rapport au temps de quelqu'un du sud de la France n'est pas forcément tout à fait le même que quelqu'un du nord, de Paris ou autre, etc. Ayez bien ça en tête quand vous êtes en négociation avec votre interlocuteur. C'est hyper important. On est encore dans les détails, mais c'est hyper important. La concentration, on en parlait, je choisis des priorités, j'avance et je trace ma route. Le réalisme, pensez au financement, on en a parlé. Pourquoi est-ce que l'international, de Dieu, c'est un truc qu'on ne cherche pas à évaluer dans le temps pour savoir ce que ça coûte? Il faudra quand même m'expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors il y a un gros travail qui est fait en France maintenant avec Business France, la BPI, etc. Pour faire comprendre aux gens que le développement international, ça prend du temps et ça coûte cher. Donc il faut bien prioriser pour ne pas se disperser. Sinon, on a semé partout, mais on ne récolte rien du tout. Et la diversité, ça peut rejoindre l'histoire des RH. Quand vous êtes une PME, vous pouvez faire un recrutement. Vous pouvez prendre le meilleur élément typiquement français qui n'a jamais mis les pieds à l'étranger. Ça peut fonctionner. Puis vous pouvez prendre quelqu'un qui est un peu moins bon, mais qui est d'origine, je ne sais pas, moi, ukrainienne, chinoise, anglaise, qui a fait ses études ici, qui s'est marié ici. Réfléchissez. Parce qu'à l'international, vous serez bon à partir du moment où vous serez challengé par des gens qui pensent pas comme vous. On l'a dit tout à l'heure, un anglo-saxon ne pense pas comme un asiatique, et un coréen pas comme un chinois d'ailleurs, etc., etc., etc. Et vous voulez que je vous dise pourquoi les Français, les grands groupes français ont quelques difficultés depuis 15-20 ans à l'international? Moi, je vais vous donner mon analyse. Dans les boards, il y a eu des efforts de fait, il y a des femmes. Dieu merci, parce qu'elles ne pensent pas tout à fait de la même manière que les hommes. Par contre, à part des exceptions comme L'Oréal, tiens, c'est marrant, L'Oréal, le gars qui a dirigé L'Oréal pendant 20 ans était anglais, dis donc. Ça, c'est drôle. Essayez de regarder un peu les boards de ces boîtes-là. Total, Polytechnique, machin, tous issus des mêmes écoles, Centrale et autres. Et vous pouvez prendre un certain nombre de groupes, et moi, je vous fiche mon ticket avec si dans les années qui viennent, et c'est ce qui va se passer. Ces boards-là, ils ont un Indien, ils ont un anglo-saxon de l'Amérique du Nord et un asiatique, et ça ira beaucoup mieux à l'international. Et il n'y a pas de raison que dans votre petite PME, vous n'ayez pas ce raisonnement aussi en essayant d'intégrer des gens qui pensent pas tout à fait comme vous, parce qu'ils sont nés dans une autre culture, ils ont baigné dans une autre culture, donc forcément, s'ils sont adaptés à la vôtre, ils ont une forme d'intelligence différente qui doit vous permettre de trouver des clés. Moi, j'ai terminé là-dessus. Je te laisse le mot de la fin, Régis. Je vais rajouter un point là-dessus, et je vais mettre un petit attirail pour le rajouter, pour vous faire vivre un dream. Ça, et donc, je vais vous poser une question après. Ça, c'est un bon ustensile pour aller à l'international. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, ça ne vous parle pas? C'est pour cacher les cernes. Parce que ça, c'est un point hyper important qui n'a pas été évoqué, mais c'est votre capacité d'aller à l'international, c'est votre force, votre psychologie et votre capacité à tenir dans le temps.
parce que quand vous partez aux États-Unis, avec 7 heures de décalage d'un côté ou 10 heures, quand vous partez en Australie, vous avez 10 heures de décalage de l'autre. Si tout se passe mal, vous passez d'Australie aux États-Unis et après vous revenez en France. Ça devient compliqué. Et ça, il faut l'enchaîner. Vous l'enchaînez parce que si vous commencez à gérer 3, 4, 5 pays, vous avez des distributeurs un peu partout. Les distributeurs, il faut aller les voir, il faut les stimuler, il faut discuter avec eux. Vous prenez du décalage horaire, vous passez votre vie dans les aéroports. Et moi, il y a une période, je le fais un peu moins maintenant parce que j'ai des gens qui sont sur l'export. Mais quand je me réveillais le matin, la première question que je me posais, c'est où je suis. Et quand vous commencez à vous poser cette question le matin, vous vous dites quand même, ma vie est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si vous vous réveillez souvent en vous demandant où vous êtes, à part après des grosses soirées arrosées. Peut-être que s'il y a des étudiants parmi nous, notamment en médecine, ça leur arrive souvent, mais bon, sinon, ça vous arrive quand même un peu rarement, quoi. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est est-ce que vous êtes fait pour l'international? Parce que si votre vie, votre âme, c'est Besançon ou un des villages à côté que vous ne voulez pas en bouger, bon, peut-être qu'il faut prendre quelqu'un pour aller gérer l'international et vos différents interlocuteurs à l'international. C'est peut-être pas pour vous. Par contre, si vous adorez l'avion, si vous aimez les aéroports et leur magnifique architecture, si vous aimez les différentes cultures, si vous êtes prêt ou prête à bouffer des pâtes de coq ou autre joyeuseté de pays différents, là c'est peut-être effectivement pour vous, mais il faut quand même concevoir que quand vous gérez ce que je viens de dire, mais je vais le répéter, pas mal de pays différents, vous avez beaucoup de décalage horaire, ça fatigue l'avion, ça fatigue physiologiquement et physiquement, le décalage horaire ça fatigue physiologiquement et physiquement. Si vous êtes avec votre chinois au bout de la 5e bière et que vous enchaînez après avec autre chose, vous avez une vie qui est pas parfaitement équilibrée. Donc vous arrivez fatigué. Et quand vous revenez en fait dans votre boîte, après vous avez tous les problèmes qui vous tombent dessus parce que ça fait 1 semaine, 2 semaines que vous êtes parti et il faut gérer et il faut rester calme, serein, pas dormir l'après-midi. Moi je pensais installer une salle de sieste à une période dans ma boîte, peut-être le faire un jour. Mais je vous assure qu'il y a un moment où vous en avez vraiment besoin, quoi. Donc c'est aussi quelque chose de très très important de savoir si vous êtes capable de tenir. Je ne sais pas, Boris, dans ton expérience. Ouais, moi je voulais juste rebondir parce que tu parlais d'entreprise, mais il y a encore plus redoutable, c'est l'épouse et les enfants. C'est que moi je me suis vu rentrer des samedis matins des États-Unis, me poser à 6h à Paris. J'arrive à midi à Lyon et mes enfants ils n'ont rien demandé, mon épouse non plus, donc voilà, 20 minutes de sieste et puis les enfants à la piscine parce que l'eau, je me suis aperçu que ça me détendait et que ça me nettoyait du jet lag. Et il n'y avait pas de raison parce que j'ai passé ma semaine à New York que j'impose à ma famille, au-delà de mes collaborateurs. Il m'est arrivé d'être fatigué, de m'énerver, de m'excuser auprès de Bruno en disant écoute, je suis claqué, ça fait 3 semaines, j'ai fait la Chine et l'Amérique du Nord et voilà, c'est arrivé il y a 6 mois, je crois, on a eu une discussion. Et oui, ça peut arriver, donc il faut savoir, tu as raison de le dire, et ça demande aussi une certaine hygiène de vie et puis de prendre soin de soi déjà, parce que ça part de ça, de ses équipes, et puis aussi de ce qui est super important, la maison, quoi, parce que quand on revient, les autres ils n'ont rien demandé, ils ont passé la semaine, on n'est pas là, on s'occupe pas des enfants, machin truc bidule, et faut être aussi en forme avec eux et puis se coucher peut-être un peu plus tard le samedi soir. Mais en tous les cas, le samedi, être présent aussi, parce que si c'est pour dormir tout le samedi après-midi, parce qu'on reprend du machin, et puis que le lundi, on reprend le boulot, ça va pas non plus, quoi. C'est pas faire. Enfin là, on rentre dans d'autres sujets, mais ça veut dire, et moi je suis d'accord avec cette conclusion, c'est qu'il faut anticiper son envie, sa capacité à, et puis peut-être aussi s'apercevoir, moi je viens d'avoir 45 ans hier, qu'il y a des trucs que je fais aujourd'hui moins bien, peut-être que quand j'avais 30 ans, notamment en termes de soirées avec les Russes ou les machins et tout, je calme un peu, quoi. Les caipirinhas, j'en prends moins aussi quand je suis à Rio, à Copacabana, parce que ça se passe pas tout à fait de la même manière et qu'il faut être en forme, parce que pour négocier, pour voir les choses trappes, pour discuter avec les gens, faut quand même être bien ouvert, quoi, hein. Voilà, c'était la conclusion de la conclusion. Et il faut faire attention effectivement à votre famille aussi et la compatibilité de la vie de famille que vous voulez en fonction de votre nécessité d'aller à l'international. Ça peut être aussi compliqué, comme vient de le dire Boris. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, on va passer dans une séance d'une dizaine de minutes pour faire des questions et des échanges avec la salle. Donc n'hésitez pas à demander le micro si vous avez
des questions suite à cette brillante intervention. Oui, Patrick Doutet, CPME 25. Vous avez parlé dans les sujets à éviter de la politique, des histoires ou des blagues salaces. Vous n'avez pas parlé de religion. S'il y a un sujet, c'est vrai qu'on l'a pas dit, s'il y a un sujet à pas aborder, à part quand on rentre en confiance, moi je vois mon directeur russe. Mon directeur russe, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Maintenant, on peut aborder ces sujets-là ensemble. Et j'ai d'ailleurs découvert qu'en Russie, et ça peut expliquer aussi sous un autre angle la politique de la Russie, sans parti pris, il y a plus de 20% de musulmans en Russie. On n'y pense pas forcément. Nous, on voit la Russie vers chez nous, mais c'est un grand pays, c'est un pays immense, etc. Donc je pense que je veux juste dire, c'est qu'une fois qu'on a une certaine affinité, complicité, que peut-être on a reçu à la maison le distributeur, le partenaire, parce que c'est aussi une manière d'aller plus loin dans la relation, qui voit vos enfants, etc. ou autre. C'est ça aussi le business et les affaires. On peut peut-être aborder ces sujets-là, mais en tous les cas, dans les 10-15 premières réunions, sujet tabou. Mais sujet intéressant. Moi, au bout de 4 ans de Brésil, j'avais tendance à dire à mes clients, essayez de savoir quelle est la sensibilité de votre interlocuteur. Parce que parfois, dans certains profils brésiliens, quand ils sont dans certaines églises, parce que vous savez que c'est des églises plutôt, enfin il y a les catholiques, mais il y a beaucoup d'églises protestantes, j'ai pas le mot qui me vient à l'esprit, mais... ouais, non, pas orthodoxe, pas au Brésil, chacun crée sa petite église, la machin, etc. Enfin, pastoral, enfin j'ai plus le terme, pardon. Évangéliste, voilà. Il y a certaines églises évangélistes qui sont tellement strictes sur les affaires, les machins, etc., que ça peut être intéressant de savoir que cette personne est rattachée à telle église parce qu'on peut en déduire un rigorisme dans son comportement, dans sa vie de famille, etc. etc. Donc c'est une information qui peut être intéressante, mais alors, par contre c'est un sujet, je pense que c'est le sujet le plus explosif, et malheureusement, vous l'avez constaté depuis 10 ou 15 ans, ça ne va pas vers le mieux. Ça devient des sujets, aux États-Unis, c'est compliqué, et en Europe, là, c'est déjà un peu plus simple, mais encore l'Europe rapprochée, etc., ça devient des sujets extrêmement sensibles. Pour compléter, en fait, au final, il n'y a pas de sujet que vous ne pouvez pas aborder avec des gens. Chacune des personnes avec qui vous discutez, à partir d'un certain niveau d'interaction, des fois, ce sont les gens des pays qui interagissent avec vous sur tel ou tel sujet qu'on croyait chaud au départ. Et puis finalement, ça dépend aussi de la culture des gens avec qui vous interagissez. Si vous avez des gens avec une culture internationale qui connaissent la France, par exemple, il va peut-être vous parler directement. Je ne sais plus dans quel pays ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais à l'élection d'Emmanuel Macron, c'était un sujet qui était relativement abordé parce que ça a fait le buzz, on en a beaucoup parlé, les journaux internationaux en ont beaucoup parlé, donc les gens voulaient savoir. C'était pas une vraie question politique, c'était tiens, je sais ce qui se passe un peu des trucs dans ton pays, tiens, est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Donc au final, on peut un peu parler de tout, mais il y a vraiment des cultures qui sont ancrées. Et donc la religion, ouais, c'est quand même un petit peu tendu au départ. Voilà. Je voudrais rajouter, moi, quand on me pose des questions aux États-Unis sur Trump, je n'ai rien à dire. Si on me pose des questions sur Poutine en Russie, je n'ai rien à dire. Voilà. C'est tellement sensible, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, il peut vous poser une question piège, vous ne savez pas. Moi, je fais du business, j'ai mes convictions, j'ai mes opinions, bien sûr, mais je ne veux pas aborder ces sujets. En tous les cas, pas avec des gens que je connais bien. C'est hyper... Parce qu'on peut être dans la spontanéité, on déjeune, on boit 3 bières, tiens, qu'est-ce que tu penses de Trump? Oh, quand même, machin, truc. Moi, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, quoi. C'est peut-être un gars qui est fan, qui a même donné de l'argent pour le financer. Je ne sais pas, ça, je veux pas... Là, il y a de bonnes affaires, disait Montesquieu, là où il y a de bonnes affaires, il y a de bonnes mœurs. Quand il y a de bonnes mœurs, quand vous arrivez chez quelqu'un, vous êtes invité un soir, vous ne lui demandez pas le soir s'il vote FN, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des sujets, vous les évitez, bah, c'est pareil. FN ou autre chose, d'ailleurs, pardonnez-moi, enfin, à la limite, peu importe, je ne veux pas créer des problèmes là où il n'y a pas à y en avoir, mais il y a des sujets que je ne vais pas aborder si je suis invité chez quelqu'un que je ne connais pas bien pour dîner. Il y a des sujets sensibles que je n'aborde pas. Bah, c'est la même chose, mais x10, parce que là, en plus, vous touchez au nationalisme. Il faut faire très attention.
notamment les pays émergents, etc. Il y a une fierté d'être sud-africain, il y a une fierté d'être brésilien, il y a une fierté d'être argentin. Ils ont conscience de leurs défauts, de leurs problèmes, etc. etc. Nous, il faut être super humble. Moi, j'aime bien parler vous me verrez rarement parler en France des défauts parce que ça m'énerve, on parle que de ça. Par contre, quand je suis à l'étranger, dans des pays qui peut-être ont plus de difficultés que nous, je vais parler des difficultés qu'on a, nous, Français, sur certains sujets, pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'on se sente dans un rapport d'égal à égal et qu'à aucun moment ils puissent penser que j'ai une vision un petit peu condescendante vis-à-vis d'eux, quoi. Une autre question? Oui, peut-être juste un petit témoignage. C'est possible de faire de l'export sans avoir forcément une implantation à l'étranger. Nous, dans notre domaine, on développe des logiciels scientifiques pour la microscopie et on travaille en B2B, c'est-à-dire que notre action commerciale, elle consiste à passer des contrats avec des grands fabricants et ensuite, c'est ces gens-là qui vont commercialiser notre produit dans le monde. Donc voilà, ça ne s'applique pas à tous les domaines, mais pendant 20 ans, on a fait de l'export sans avoir de filiale à l'étranger. Voilà. Permettre de répondre, effectivement, j'avais prévu de parler de l'export et de l'international. On n'a pas eu le temps, on a digressé avec Régis, on a embarqué un peu dans notre bateau. L'export, c'est une chose, l'internationalisation, c'en est une autre. Beaucoup d'entreprises encore, comme la vôtre, mais dans tous les secteurs, l'export fonctionne. Je suis à un endroit, je vends à un autre endroit, quelqu'un me commande mon produit par Internet, par un colloque universitaire, peu importe, mon logiciel, mon produit aussi. Moi, je m'assure que mon produit est acheminé, ou mon logiciel, ou à la limite mon savoir-faire intangible, etc. Aucun problème. Ce qui a beaucoup changé depuis 10 ans, depuis 5 ans même, ce qui a énormément changé, c'est ce qu'on appelle l'internationalisation. C'est-à-dire qu'en fait, pour vendre en Chine, il faut que je sois chinois, pour vendre au Brésil, il faut que je sois brésilien, pour vendre aux États-Unis, il faut que je sois américain. Vous ne pouvez plus répondre à certains appels d'offres aux États-Unis dans l'aéronautique ou autre si vous n'avez pas une entité enregistrée aux États-Unis. Vous ne pouvez plus vendre en Chine dans un certain nombre de cas, quand vous passez un certain seuil de chiffre d'affaires, si vous ne déclarez pas localement vos revenus locaux, parce que sinon, on considère que vous masquez un établissement stable. Donc en fait, ce que vous dites n'est pas du tout incompatible, c'est juste, ça correspond à votre business model, et c'est au moins 50% des PME, PMI françaises qui fonctionnent comme ça, et tant mieux, très bien. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que dans bien des cas, aujourd'hui, il faut être local. Je vais vous donner un exemple. Si demain vous avez un Indien qui vient vous voir, qui baragouine le français avec un accent indien terrible, et qui vous propose un produit fabriqué en Inde, vous allez vous dire, ouais, c'est étonnant, un produit dont vous avez besoin dans votre entreprise, ça peut être même du papier, des bureaux, des machins, etc. Par contre, si vous avez un Français qui vient vous voir, en plus avec un accent franc-comtois, qui vous propose le même produit, fabriqué également en Inde, et son employeur c'est la boîte indienne, ça va être beaucoup plus simple. Et c'est ça qu'on essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, si votre marché prioritaire, c'est les États-Unis, le Brésil ou l'Allemagne, bah essayez d'avoir un Allemand, un Brésilien ou un Chinois, et d'avoir un visage local pour facturer localement. D'abord, quand on facture localement, souvent on peut récupérer la TVA. Le cas de l'Australie, si vous vendez en Australie avec une filiale australienne, vous récupérez la GST. Si vous envoyez en export brut, vous ne l'avez pas. Par contre, votre concurrent qui est local, lui, il la récupère. Donc vous avez un delta de 15%. Vous voyez ? Donc, c'est pas du tout incompatible avec ce qu'on a dit, même si c'est vrai, j'ai pas pris le temps aujourd'hui de parler de l'export et de l'internationalisation, qui est un processus de maturité, mais dans certains cas, il y a des tas d'entreprises qui font des choses extraordinaires, et notamment dans la nouvelle économie, où vous pouvez tout à fait vendre des produits complémentaires sur Internet, faire 35 millions d'euros comme un acteur qui est Vernis, qui a été créé il y a 2 ans, il fait 35 millions d'euros en vendant des compléments alimentaires, etc., uniquement par Internet. Lui, il va aller en Espagne, il veut aller en Italie, il n'aura personne, hein. Il va juste développer un site, il va s'assurer que son référencement est bon, il va aller négocier avec quelques pharmacies, faire un peu de pub et zou. Hein. Donc voilà, tous les schémas sont bons. Ça répond peut-être à ce sujet, mais c'est intéressant que vous l'ayez souligné, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a pas, c'est qu'on a été exhaustif, donc on va peut-être vous laisser le mot de la fin, ou je ne sais pas qui a prévu de venir dire un petit mot. Moi, en tous les cas, je tiens à remercier le Crédit Agricole, et je le fais vraiment avec sincérité, parce que notre société à nous, elle ne serait pas ce qu'elle est
Si on n'avait pas eu la chance il y a 10 ans de développer ce partenariat avec le Crédit Agricole et notamment avec le Crédit Agricole Franche-Comté. Donc j'en profite, je viens une fois par an intervenir sur un événement, sur un autre, et je vous remercie de votre confiance. Un grand merci, je crois qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. Merci Boris, merci Régis. Donc, je vais laisser la parole pour la conclusion. Donc Éric Martin, directeur général adjoint du Crédit Agricole Franche-Comté. Oui, bonjour à tous. Et puis oui, un grand merci à Boris et Régis. Je crois que vraiment ils nous ont fait partager, on a senti leur amour et leur passion pour l'international. Quand vous dites qu'il faut se dire est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on aime ça, on voit que chez vous c'est bien présent et je crois que ça évoque bien pour chacun d'entre nous ce que vous avez témoigné. Et puis, il faut aimer ça. Et puis, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut le faire avec professionnalisme. Hein, comme toute activité, ça ne s'improvise pas. Il faut le faire avec méthode, avec rigueur. Et c'est comme ça qu'on peut bien réussir. Et je crois que tous les exemples que vous avez cités nous ont permis de toucher du doigt la réalité de ce qu'on peut mettre derrière cette notion de professionnalisme. Et puis... il y a deux points que j'ai particulièrement relevés parce qu'ils résonnent bien par rapport à ce qu'on peut vivre aussi ici et aussi dans le développement de nos propres activités. Vous avez dit il faut de la persévérance quand le marché est moins bon, il faut peut-être s'adapter, mais il faut rester présent, il faut de la fidélité. Et je crois que c'est ce qu'on essaye aussi de développer ici en Franche-Comté, dans nos activités. Et on voit bien que c'est en étant fidèle, c'est en ayant des partenaires, c'est en ayant cette relation dans la durée qu'on réussit à développer de vraies activités et à connaître un vrai développement. Et puis la deuxième dimension, c'est cette dimension collaborative, fonctionner en filière, essayer de ne pas y aller tout seul. Et ça aussi, c'est ce qu'on fait avec le village, c'est ce qu'on fait dans notre activité. Alors je suis très content qu'aujourd'hui on ait eu par exemple la CEPME, parce que c'est avec l'ensemble des acteurs qu'on construit des choses ensemble et qu'on réussit à aller plus loin. On a tous nos partenaires. Le village, il n'existerait pas si tous nos partenaires ne nous soutenaient pas et étaient avec nous pour nous accompagner. J'en vois un certain nombre dans la salle et chaque fois, je les remercie non seulement de nous soutenir parce qu'il y a un soutien financier, mais d'être là et de participer à cette construction de manière active. On a un nouveau partenaire qui nous a rejoint, c'est Fidal. Je crois qu'ils sont là aujourd'hui. Ah ben voilà, on est très content de ce nouveau partenaire qui apporte une nouvelle expertise, dans les domaines du droit, dans les domaines juridiques. C'est un partenaire complémentaire qu'on est très heureux d'accueillir. Donc merci à tous. Et puis je profite de cette conclusion pour dire que nous avons accueilli 2 nouvelles startups au village de l'innovation, et qui vont bien dans le thème de l'international, puisque ces nouvelles startups, c'est Kid MBA, et je crois qu'ils sont dans la salle. Ah ben voilà, vous les voyez tout en haut. Et alors ça tombe bien, c'est pour aider les enfants à apprendre l'anglais de façon tout à fait pertinente. Et donc je crois que ça va aider à de futurs développements à l'international pour un certain nombre de startups et d'entreprises. Et puis la deuxième start-up qui nous a rejoint, c'est Lexiclick, qui, elle, travaille sur l'aide pour l'apprentissage de l'orthographe. Donc deux sociétés, 2 start-up du numérique qui développent ces savoir-faire. Et c'est important aussi, quand on se développe à l'international, de garder sa culture et de savoir aussi écrire correctement. Donc voilà, bienvenue à ces nouvelles start-up. Merci à vous tous pour votre participation et bonne journée, et pour vous retrouver dans de futurs Start Meetup. Oui, merci. Donc, en fait, oui, juste pour finir, quelques éléments techniques. Donc, le 17 mai prochain aura lieu donc, notre prochain Start Meetup qui portera sur la question de la levée de fonds. Donc, évidemment, vous êtes tous cordialement invités. Et puis, pour ceux qui ne seraient pas inscrits sur des rendez-vous individuels, parce que vous savez, la journée se poursuit. Nous, en fait, on va débriefer avec les partenaires et les invités. Mais l'après-midi, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel donc, avec nos intervenants, Boris le Chevalier d'Altios. Et donc, vous n'hésitez pas, vous allez voir Stéphanie, qui est là pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, si vous le souhaitez, puis on vous calera un rendez-vous pour cet après-midi. Voilà, bonne journée.